Certains ados n'ont pas de mal à rentrer dans le moule. J'imagine que c'est quelque chose de naturel pour eux. C'est comme s'ils arrivaient toujours à dire le bon truc au bon moment. Et pouf, ils deviennent populaires. Je m'appelle Rose, j'ai 17 ans. Et je ne fais pas partie de ces ados. Je suis plutôt extrêmement banale et démodée. Et je me fiche de la mode. Je suis aussi une élève basique, qui n'excelle dans aucune matière. En plus de ça, j'étais cette fille bizarre et très silencieuse qui n'était pas à l'aise dans les situations sociales. Je ne parlais pas en cours, même si j'étais la seule à connaître la réponse. J'ai toujours été mal à l'aise avec les autres, comme s'ils me jugeaient immédiatement que je me morde les lèvres ou que je me ronge les ongles, sans me laisser une chance. La plupart des élèves de ma classe ne connaissaient même pas mon prénom. J'ai entendu certains parler de moi en disant « la fille brune qui ne parle pas ». Je vais en cours, je rêvasse en regardant par la fenêtre et j'essaye de ne pas prêter attention aux remarques méchantes des élèves de ma classe. Je n'avais pas d'amis. Je me suis dit que c'était mieux comme ça car les amis paraissaient exigeants, faux et collants. Du moins, c'est l'idée que je me faisais de l'amitié. En regardant les élèves de mon lycée, j'étais mieux seule. En plus, quand j'étais triste, je prenais un carnet de croquis et je dessinais. Tout le monde a quelque chose qui le passionne. Et pour moi, c'est le dessin. Il y a un mec au lycée qui s'appelle Lucas. Il est beau, grand, sportif et populaire. Vous voyez le genre. On avait quelques cours en commun, mais il ne savait pas qui j'étais. Enfin, ce n'était pas surprenant. Personne ne se donnait la peine de me connaître. Les week-ends étaient mes moments de bien-être. Je pouvais dessiner toute la journée, aller dans des galeries d'art et feuilleter des livres d'art, en mangeant un gros paquet de chips à moi toute seule. Un samedi, il y a eu une exposition d'artistes du coin dans une ville d'à côté. J'ai pris le bus pour y aller et je passais lentement d'un tableau à un autre quand un garçon est apparu à côté de moi. C'était Lucas. Je me suis tout de suite sentie mal à l'aise. L'art était mon échappatoire, mais à présent un mec populaire du lycée venait tout gâcher. C'est comme si j'étais clouée au sol. J'ai continué de fixer le tableau en espérant qu'il se dépêche de partir. « Joli tableau, hein ?» dit-il. Est-ce qu'il s'adressait à moi? J'ai regardé autour, mais il n'y avait personne à côté. Oui, j'aime bien la gamme de couleurs. Elles sont très complémentaires. Il a fixé le tableau en penchant son visage sur le côté, pour le regarder d'un autre angle. Puis il a dit « Oui, tu dois avoir raison. » J'ai mentionné qu'un tableau de l'autre côté de la pièce utilisait l'or d'une manière qui invite à réfléchir, et il m'a demandé de lui montrer. Puis sans m'en rendre compte, on s'est retrouvés dans le café d'en face à parler d'art en buvant un latte caramel. Il se trouve que Lucas n'était pas un sportif sans cervelle. Sa mère était peintre, et grâce à elle, il aimait tout ce qui touchait à l'art. Mais son père était dingue de sport et pensait que l'art était une perte de temps. Ils avaient divorcé et il vivait avec son père. Alors il cachait sa passion pour l'art. Il n'arrêtait pas de me dire que j'étais vraiment différente de ce qu'il pensait. Ça m'a un peu embêtée, car personne au lycée ne m'avait laissé une chance. Mais quand j'y pensais, je me suis dit que je n'avais pas laissé de chance à Lucas non plus. Il se trouve qu'il est bien plus qu'un beau sportif sans cervelle. Après notre rencontre inattendue, je n'arrêtais pas de penser à Lucas. Et il se trouve que lui aussi, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il voulait me voir à nouveau. Toute cette semaine, on s'est vus après les cours. J'adorais passer du temps avec lui. Et notre alchimie était incontestable. C'était génial quand on était ensemble. Je me confiais à lui, et je me sentais en sécurité avec lui. Cette connexion profonde qu'on avait était incroyable. Mais ensuite, au lycée, il était différent. Je n'étais pas bête. Je savais qu'il nous emmenait au restaurant et cinéma de la ville d'à côté pour que personne ne nous voie ensemble. Et il ne me prêtait quasiment pas attention quand il me passait devant dans un couloir. Même si ça me blessait, je pouvais supporter d'être ignorée. Mais une fois, je rangeais mon casier et son ami m'a jeté une boulette de papier. Je m'en fichais et je continuais de ranger. Alors il en a jeté une autre et a dit « Elle est tellement grosse qu'elle a rien senti !» Ces mots étaient blessants. Et ce fut pire quand je me suis retournée et que j'ai vu Lucas qui se tenait là, sans rien dire pendant que ses amis se moquaient de moi. Lucas m'a tout de suite envoyé un message pour me dire que son ami était un con et que j'étais belle. Ça ne changeait rien au fait que j'avais été blessée. Un jour, Lucas devait aller à une fête chez un ami, chez qui, bien sûr, je n'étais pas invitée. Puis le lundi, en cours, tout le monde parlait de cette fête. Et très vite, j'ai entendu que Lucas avait embrassé une fille populaire du nom de Sandra. Je lui en ai parlé, et il m'a dit qu'il avait fait ça seulement parce que ses amis pensaient qu'il était célibataire. J'avais le cœur brisé. Je l'aimais, mais je ne pouvais plus me faire subir ça.
Alors je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à être son petit secret. Il m'a supplié de continuer notre relation car il m'aimait, mais il ne pouvait pas en parler aux autres. Pas tout de suite. Je ne vais pas mentir, j'y ai pensé, et même pendant une journée entière. Mais ensuite je me suis dit que je méritais mieux. Même si cela me brisait le cœur, j'ai rompu avec Lucas. Après notre rupture, je recevais parfois des messages de lui. Je savais qu'au plus profond de lui, il m'aimait toujours. Mais il faut prendre en considération son indifférence quand il me voit au lycée et ses efforts pour rester populaire. Je ne pouvais plus supporter ça. Il avait clairement fait un choix, et ce n'était pas moi. Son désir de rester populaire était trop grand pour avouer aux autres qu'il aimait une fille banale et bizarre comme moi. Mais qu'y a-t-il de mal à être introvertie et timide ? J'ai compris que j'avais toujours été très dure envers moi-même. Je voyais mes défauts au lieu de voir mes qualités. Alors j'ai rejoint le club d'art du lycée. Et je me suis fait quelques nouveaux amis. Aucun de nous n'est populaire, mais on s'en fiche. Il se trouve que j'avais tort concernant l'amitié. Ça peut être vachement bien si on trouve les bons amis. Mon amie m'a présenté à ce garçon qu'elle connaît d'un autre lycée. Il s'appelle Max, et maintenant je sors avec lui. Je pense qu'une partie de moi pensera toujours à Lucas. Après tout, c'est mon premier amour. Mais je mérite mieux que d'être le petit secret de quelqu'un. Ne laissez jamais personne vous cacher par peur de ce que leurs amis diront. Vous valez mieux que ça. Ils devraient être confiants sur le fait que s'ils vous trouvent génial, ça devrait aussi être le... Salut à tous, je m'appelle Candice. Ma petite taille et mon air enfantin font penser que je suis une enfant. Mais les apparences sont parfois trompeuses. J'ai en fait 34 ans. Je sais que ça a l'air dingue, mais c'est à cause de ma maladie très rare, le syndrome de Turner. C'est une maladie uniquement féminine. Ça veut dire que j'ai seulement le chromosome X. Et en conséquence, je fais plus jeune que mon âge. Et je fais la même taille qu'un enfant de 11 ans. Alors même si je suis adulte, on me prend pour une enfant. Vous devez vous dire que c'est une bonne chose. Oui, je peux faire des folies dans les magasins de bonbons sans attirer l'attention. Mais à part ça, avoir l'air beaucoup plus jeune que mon âge est difficile à vivre. Je suis l'aîné de 3 enfants. Mon frangin Jérémy et ma sœurette Diana sont plus jeunes que moi. Mais à cause de ma maladie, ils ont l'air plus âgés que moi et ils sont plus grands que moi. Je vais vous parler de quand j'avais 16 ans et que mes parents se sont rendus compte que non seulement j'avais l'air plus jeune que Diana, mais qu'en plus j'étais plus petite. Je me suis dit que c'était rien et je grandissais moins vite, voilà tout. Mais ma mère n'était pas du même avis, alors elle m'a emmenée voir 7 médecins différents. Et puis voilà, l'un d'eux m'a dit que j'avais le syndrome de Turner. Évidemment, ni moi ou ma famille n'avions entendu parler de cette maladie avant. Enfin, je veux dire, une maladie qui vous rend jeune éternellement. On dirait un truc tiré d'un film. Du calme, je suis pas en train de mourir ou autre, mais ça veut dire que je n'aurai jamais l'air d'une adulte. Je me rends compte que les gens dépensent beaucoup pour avoir l'air jeune, et moi, j'ai l'air jeune sans rien faire. Mais croyez-moi, avoir l'air d'une enfant quand vous êtes adulte peut devenir un problème. Par exemple, le lycée fut un cauchemar. J'avais cette amie, Alice. Au début, on était quasiment inséparables. Mais plus le temps passait, et elle vieillissait, mais pas moi. Elle m'a rejetée, et s'est mise à se moquer de moi comme les autres filles. Elle faisait exprès de faire des pleurs de bébé quand je passais devant elle. Et l'une d'elles avait même mis une poupée dans mon casier, avec une photo de moi dessus. J'ai arrêté d'être l'amie d'Alice après ça. Et je regardais avec tristesse les autres filles de mon âge qui commençaient à sortir avec des garçons. Mais aucun garçon ne m'a jamais remarqué. Vraiment, ils ne me remarquaient pas du tout. Surtout les grands. Et pour le peu qui baissaient les yeux et me voyaient, eh bien, ils faisaient des blagues ringardes du genre « Hé Candice, il fait quel temps en bas ?» Et « Il faut que quelqu'un appelle la maternelle car une enfant s'est échappée. » Même pendant les pires taquineries, Diana et Jérémy ont toujours été là pour moi. Ils me réconfortaient quand j'étais triste. Et ils m'attrapaient la boîte de cookies sur l'étagère du haut. Je suis peut-être petite, mais je suis déterminée. Alors j'ai réussi à aller à la fac et j'ai fini par avoir un diplôme d'enseignement. Lors de mon premier jour à mon nouveau poste, j'étais très nerveuse. Mais je me suis rassurée en me disant que je pouvais le faire. En me voyant pour la première fois, mes élèves étaient surpris et très confus. L'un d'eux a dit « Excuse-moi jeune fille, tu es perdue ou quoi ? Où est ta maman ?» Waouh, l'audace de cette fille. Elle avait vraiment dit ça ? J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Non, je suis votre prof. J'ai peut-être l'air d'une fille de 11 ans, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. » Ils ont tous pouffé et rigolé, et un élève a dit « Ouais, c'est ça. » Alors j'ai montré ma carte d'identité à la classe. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en les voyant un par un regarder ma carte avec un air choqué. Splendide. Durant mon premier cours, j'ai parlé à mes élèves du syndrome de Turner pour qu'ils puissent comprendre.
Après ça, il me respectait. Sauf ce garçon qui se prenait visiblement pour le comique de la classe. Puis il a dit « Vous savez, la prochaine fois, vous devriez mettre un costume de chipmunk ou d'elfe, car ça vous irait à merveille. » Toute la classe a rigolé. Alors je l'ai collé pendant 4 semaines. Je peux vous dire que plus personne ne rigolait après ça. Et personne n'a refait de remarques sur ma maladie. Un jour à la cantine, j'étais dans la salle pour les profs quand le prof de sciences, Henri, est venu et s'est assis à côté de moi. Puis a souri en disant « Salut, comment ça se passe ta première semaine ?» Quel canon! Mes jambes ont flanché instantanément. On s'est mis à parler de ma maladie et il était adorable. Ça m'est égal, je connais le syndrome de Turner. Ça n'a pas d'importance parce que je t'apprécie. Ça fait partie de toi. Ces mots faisaient chavirer mon cœur. Il était si sincère et gentil. On a commencé à se voir plus souvent, puis on est sortis ensemble. Ne le dites à personne, mais parfois je le trouvais si irrésistible que je ne pouvais pas m'empêcher de l'embrasser dans le placard de ménage. Bien sûr, ma maladie nous causait des problèmes. Une fois, j'étais avec Henri dans un bar. J'ai demandé au barman si je pouvais avoir une vodka. Il a dit « Désolé ma petite, t'es trop jeune pour boire de l'alcool. » Même quand je lui ai montré ma carte d'identité, il refusait de me servir. Incroyable! Une autre fois, on s'embrassait sur un banc au parc. C'était si romantique. Jusqu'à ce qu'une vieille femme nous crie dessus. « Espèce de pervers! Comment pouvez-vous embrasser une petite fille ?» Pire encore, 2 policiers sont arrivés et j'ai dû me justifier. Et leur montrer ma carte d'identité. Heureusement, ils m'ont cru. Et Henri n'a pas été arrêté. Mais la vieille femme continuait de regarder Henri avec mépris. Puis, juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être plus gênant, on est entré dans un magasin. Henri venait de me passer des céréales que je ne pouvais pas atteindre. Quand j'ai entendu quelqu'un derrière moi. « Candice, c'est toi ?» Oh mon Dieu, je connaissais cette voix. Je me suis retournée et, oui, c'était mon ancienne amie d'enfance, Alice. Elle a souri et a dit « Waouh, tu n'as pas du tout changé. Mais je ne suis pas étonnée, tu ne changes jamais. » J'ai répondu « Tu n'as pas quelque chose à faire? Je suis avec mon copain là. » Elle a eu l'air surprise en voyant Henri. « Attends, tu sors avec elle? Elle est pas, un peu petite pour toi ?» Il a haussé les épaules et lui a dit « Je me fiche de ce que tu penses d'elle, car c'est la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. » Elle a repoussé ses cheveux en arrière et a dit « Pourquoi tu ne sors pas avec quelqu'un de ta taille? Enfin, regarde-moi par exemple, je suis super sexy. » « Ouais, de loin sûrement, » dis-je en roulant des yeux. Tout le monde dans le magasin s'est mis à se moquer d'elle. Et maintenant, c'est elle qui était gênée. Vous savez ce qu'on dit? La vengeance est un... Enfin, vous connaissez la suite. Malgré tout ce cirque, Henri est resté avec moi et a continué à me soutenir. Il a même organisé un rendez-vous pour que nos familles se rencontrent. On s'est rencontrés dans un restaurant. Quand les parents d'Henri m'ont vu, ils étaient assez surpris. Sa mère m'a enlacée, mais son père m'a regardé froidement. Mes parents n'ont pas arrêté de poser des questions à Henri, pendant que Diana et Jérémy parlaient sport avec les sœurs jumelles d'Henri. Tout allait bien jusqu'à ce que soudainement, le père d'Henri frappe du poing sur la table en disant « Je n'en peux plus. Vous ne devriez pas sortir avec mon fils, il est trop bien pour vous. Votre petite taille va lui gâcher la vie. » J'essayais de garder mon calme, mais au fond de moi, c'était tellement blessant que je n'avais pas les mots. Henri est intervenu en disant « Ça suffit, papa. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça juste parce qu'ils sont différents. Tu devrais avoir honte. » Puis il s'est agenouillé et a sorti une bague de sa poche. « Candice, je t'aime et je t'aimerai toujours. Alors, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Au début, j'étais bouche bée. Mais ensuite, j'ai retrouvé mes mots et j'ai dit « Oui, 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 je veux t'épouser. » Je pleurais de joie et ma famille et sa mère applaudissaient et s'enlaçaient. Mais ensuite, le père d'Henri a secoué la tête, dégoûté, puis est parti en vitesse. Le jour de notre mariage, le père d'Henri a refusé de venir. Je me sentais mal pour Henri, mais il m'a dit qu'on ne devrait pas laisser le mauvais choix de son père gâcher ce jour parfait. J'allais avancer vers l'autel quand son père a surgi dans la pièce. Oh non, allait-il ruiner la cérémonie? Tout le monde le fixait, et je pensais que j'allais m'évanouir à cause du choc. Mais ensuite il a dit « Je suis désolé d'avoir agi comme ça. J'ai eu tort de vous juger à cause de votre maladie. J'aimerais beaucoup assister à la cérémonie, si vous le voulez bien. » J'ai crié « Oui, bien sûr! Asseyez-vous !» Le jour de notre mariage fut magique, ainsi que notre vie à deux. Tout se passe toujours bien entre Henri et moi, et je suis aujourd'hui plus heureuse que jamais. J'ai peut-être l'allure d'une enfant, et oui, ma maladie ne s'en ira jamais. Mais ma vie d'adulte est superbe. Et tout ça grâce aux personnes géniales qui m'entourent. J'ai beaucoup de chance d'avoir leur soutien.
Et avec eux à mes côtés, je me suis trouvé une force intérieure. Et je peux affronter tous les obstacles sur mon chemin, peu importe leur taille. Hey, je suis Sandra, j'ai 25 ans et j'adore le maquillage. Je veux dire, j'adore vraiment ça. Je n'ouvre même pas à la porte au facteur, le visage nu. Ma fascination pour le maquillage a commencé quand j'étais petite. Ma mère était une célèbre blogueuse beauté et a même créé sa propre marque de cosmétiques. Tout le monde, des mannequins de renom aux actrices d'Hollywood, voulait utiliser ses produits. À l'époque, l'industrie était différente. Il ne s'agissait pas de YouTube et de différents canaux médiatiques. Au lieu de ça, des gens comme ma mère devaient emprunter des voies différentes pour promouvoir leurs produits. Je me souviens de la sensation incroyable en entrant dans une pharmacie et en voyant le maquillage de ma mère sur les étagères. Mais ensuite, le monde de ma mère s'est effondré. Et tout ça à cause d'une mannequin trop nulle. Je savais qu'il se passait quelque chose quand mon père est venu me chercher à l'école. Il venait presque jamais me chercher, maman le faisait toujours. Et plus bizarre encore, il ne m'a pas dit un seul mot. Puis je suis entrée dans la maison et j'ai trouvé ma mère devant le miroir en train de se maquiller. Ma mère était une femme glamour et parfaite. Je ne l'avais jamais vue comme ça avant. Je me souviens de l'avoir simplement regardée sans savoir ce que je devais faire ou dire. Puis elle s'est mise à pleurer, ce qui a fait couler le maquillage sur son visage. Je me souviens avoir pensé qu'elle ressemblait à un clown effrayant. Elle semblait tellement hors de contrôle. Mon père lui a dit d'un ton sévère : « Tu veux bien te regarder ? Comment peux-tu laisser Sandra te voir comme ça ? » Puis il m'a couvert les yeux et m'a sorti de là. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il a soupiré. Il m'a raconté comment une mannequin avait eu une mauvaise réaction au produit pendant la retransmission en direct sur le web de ma mère et que maintenant elle se faisait soigner à l'hôpital dermatologique. Elle a rejeté la faute sur les produits cosmétiques de ma mère, ce qui signifiait que les équipes de presse et la police étaient désormais impliquées. À présent, l'industrie de la beauté boycottait la gamme que ma mère avait travaillé si dur à créer. Le lendemain, après l'école, ma mère semblait de bonne humeur. Elle m'a emmené boire un milkshake et nous avons chanté sur des airs de Disney dans la voiture. Je pensais que tout était rentré dans l'ordre, mais nous sommes arrivés à la maison et elle m'a fait asseoir et m'a dit « Sandra, tu vas être mon modèle et sauver cette famille ». Puis elle s'est filmée en train d'appliquer ses produits de maquillage sur moi. Elle s'est tournée vers la caméra et a dit « Vous voyez, j'ose utiliser mes produits sur la peau délicate de ma fille parce que je sais qu'ils sont absolument sans danger. Le problème est que les images d'une jeune fille se faisant maquiller sont ennuyeuses par rapport aux images choquantes d'une célèbre mannequin à la peau brûlée. Toutes les marques lui ont tourné le dos et elle est passée du jour au lendemain du statut d'entrepreneur à grand succès à celui d'une personne blacklistée. Une enquête a par la suite prouvé que les lésions cutanées du mannequin étaient dues à de dangereuses fausses injections de Botox et non aux produits de ma mère. Mais c'était un peu trop tard, car ma mère avait déjà perdu tous ses contrats et partenariats, et l'argent dépensé dans des procès coûteux a mis ma famille en faillite. Après ça, ma mère a laissé l'industrie de la beauté derrière elle. Mais cet après-midi-là a changé ma vie. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir de l'estime pour moi-même, car j'ai grandi dans un environnement plein de beauté célèbre. Mais ce jour-là, après avoir été maquillée par ma mère, je me suis sentie si jolie. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis retrouvée comme toutes les filles de rêve que j'avais vues dans mon enfance. Ma nouvelle belle apparence m'a rendue plus confiante. Depuis lors, j'ai commencé à me maquiller. Et cette obsession ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que je grandisse. À l'âge de 14 ans, on ne me verrait pas quitter la maison sans avoir mis un maquillage complet. Cela m'a donné cette confiance supplémentaire et m'a permis de me sentir prête à affronter la journée. Quand je me maquillais, le fait que mes parents soient pauvres n'avait pas d'importance. Je me sentais belle et je pouvais supporter le monde. Aujourd'hui, à 25 ans, j'adore toujours le maquillage. Je me suis avouée accro au maquillage. Même mon petit ami Chris n'a jamais vu mon visage nu. Quand je passais la nuit chez lui, je me couchais avec le visage tout maquillé. Puis j'attendais qu'il s'endorme pour pouvoir me faufiler dans la salle de bain, l'enlever et m'hydrater. Puis je me suis réveillée 2 heures avant lui pour pouvoir me maquiller. Et j'avais l'air de me réveiller complètement glamour. Oui, sauver les apparences était un travail difficile. Mais quand il m'a regardée comme si j'étais la plus belle fille du monde, eh bien, ça en valait la peine. Seulement une fois, Christophe s'est réveillé tôt et m'a surprise en train de me maquiller. J'ai complètement paniqué et je me suis immédiatement couvert le visage avec mes mains et j'ai crié « Non, ne me regarde pas, je suis hideuse !» Il a ri et m'a dit « Ne sois pas bête, un peu de maquillage ne change rien au fait que je t'aime et que je pense que tu es la plus belle fille qui existe. » C'était gentil et tout, mais je lui ai quand même crié dessus jusqu'à ce qu'il quitte la pièce pour que je puisse finir mon maquillage. Ces mots m'ont fait réfléchir. M'a-t-il vraiment aimé ? Nous étions ensemble depuis 2 ans, mais il ne m'avait jamais vue avec un visage frais. Alors, comment pouvait-il savoir s'il m'aimait si je ne le portais pas ? Je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. J'avais besoin de savoir s'il m'aimait vraiment pour moi ou pas. Alors j'ai enlevé tout mon maquillage. Oui, même mon gloss transparent.
Puis j'ai attaché mes cheveux et mis des vêtements décontractés et une paire de baskets. Je me tenais juste derrière lui dans son café préféré. J'hésitais à m'asseoir à la table où il était assis. Et j'étais confuse quant à la façon de parler. C'est alors qu'il m'a regardé tout en faisant défiler son téléphone et m'a dit « Oui, vous pouvez prendre ce siège, car je vais bientôt partir. » Il ne m'a pas reconnue. Intéressant. Je me suis assise devant lui en faisant semblant d'être une fille timide et mignonne. Et j'ai doucement entamé une conversation. J'ai essayé de varier le ton de ma voix pour demander ce que je devais commander. Et ça a marché. Il a complètement pensé que je n'étais qu'une fille quelconque. Après avoir discuté pendant une éternité, je lui ai dit « Je vois que tu n'as pas vraiment besoin de partir bientôt, hein ?» Il m'a souri et m'a complimenté sur mon côté mignon. Je me suis sentie beaucoup plus sûre de moi. Alors, je voulais prendre le courage de lui dire que j'étais sa petite amie. Mais soudain, il a souri et m'a dit « Si tu n'as pas de petite amie, je me demande si j'ai une chance de te connaître. » Quoi ? Il était toujours en relation avec moi ? C'est incroyable ! Un autre plan m'est venu à l'esprit. Alors j'ai essayé de rester calme et j'ai répondu timidement « J'aimerais bien ça. » Après ça, j'ai commencé à vivre 2 vies différentes. Lorsque je me suis maquillée et que je suis devenue énergique et séduisante, Christophe m'a complimenté sur ma beauté et mon charme, et m'a fièrement montré à ses amis. Mais quand je suis apparue avec un visage nu et que j'ai fait la timide, il a dit qu'il aimait le fait que j'étais douce et rustique et qu'il pensait que les filles qui se maquillaient toute la journée étaient tragiques. Tragiques ? Comment ose-t-il ? Il mentait en disant qu'il sortait avec ses amis pour pouvoir passer plus de temps avec moi sans maquillage. Puis il m'embrassait avec du maquillage et me disait qu'il aimait mon côté glamour et que j'étais la seule fille pour lui. Ouais, c'est vrai. Je n'arrivais pas à croire à quel point ce type était faux. Là, je pensais qu'il m'aimait. Mais maintenant, il me trompait avec moi. Un playboy comme lui ne méritait aucune version de moi. Alors, il était temps de se venger. Alors, quand il a demandé à ma version non maquillée de partir pour un voyage, j'ai timidement accepté. Je savais qu'il voulait juste piéger une fille innocente dans son lit. Mais je suis pas une fille ordinaire de toute façon. Alors qu'il se détendait dans la piscine, j'ai timidement dit que je prendrais une douche et que je l'attendrais à l'intérieur. Et je jure que j'ai vu ses yeux briller comme une pie. J'ai couru dans la salle de bain pour mettre la douche en marche. Puis j'ai laissé mes vêtements éparpillés sur le sol. Et je me suis faufilée dans la chambre voisine que j'avais réservée pour la nuit. Là, je me suis transformée en moi maquillée. Puis je suis revenue en sonnant à la porte. Évidemment, il a dû se dépêcher de sortir de la piscine pour ouvrir la porte. Et quand il m'a vue, il est devenu si pâle. Je suis entrée dans la chambre. J'ai traversé calmement la luxueuse pièce et j'ai ramassé toutes les traces d'adultère que j'avais auparavant éparpillées sur le sol. La robe d'été, le bikini et même de la lingerie. Puis, je les lui ai toutes jetées. Il était incapable de dire un mot et a paniqué quand j'ai continué à marcher tout droit vers les toilettes, où il y avait le bruit de la douche qui versait de l'eau, en disant calmement « La personne que je dois frapper est à l'intérieur, n'est-ce pas ?» Il a paniqué et s'est précipité entre moi et la porte. « Ça ne vaut pas la peine que tu agisses, chérie. Elle n'est rien, tu sais que tu es ma seule. » J'ai demandé « Elle est belle ?»« Non, elle est ennuyeuse et démodée. Pas comme toi. » Je l'ai repoussé et j'ai ouvert la porte pour entrer. Il s'est mis à paniquer juste derrière moi et s'est figé alors que sa maîtresse était introuvable dans la vapeur de la douche chaude. Il a probablement pensé qu'elle s'était échappée d'une manière ou d'une autre et lui a au moins sauvé la vie. Je suis tout de même entrée et je me suis déshabillée et je me suis mise un peignoir devant lui. Puis je me suis dirigée vers le miroir et j'ai commencé à me démaquiller. Il était toujours aussi audacieux et effronté. J'étais complètement bernée. Y a pas de fille. C'est mon plan pour t'amener ici. Profitons de la nuit, bébé. Il a vraiment un talent pour le mensonge. Je viens d'enlever en silence tout le maquillage de mon visage. Je t'ai jamais vu te démaquiller. Ce soir sera vraiment génial, dit-il, en s'approchant pour me serrer dans ses bras par derrière. J'ai fini par attacher mes cheveux et essuyer la vapeur sur le miroir avec ma main. Et j'ai dit « Alors, avec qui tu veux dormir ce soir ?» Il a regardé dans le miroir pour voir un autre moi et a crié d'horreur, s'enfuyant comme s'il avait vu un fantôme. Cette nuit-là, je suis restée avec jubilation dans cette chambre d'hôtel de luxe. Et j'ai apprécié le premier jour de ma vie de célibataire. Le maquillage est ma passion et mon passe-temps, et je ne le changerai pour personne. Surtout pas pour ce genre de gars. Mais je réalise maintenant que je mérite de trouver un mec qui m'aime inconditionnellement. Que je sois la version glamour et maquillée de moi, ou simplement la version timide et libre de mon maquillage. Salut, je m'appelle Amélie, j'ai 23 ans. Et mon voisin David est mon meilleur ami depuis des années. Mais je n'aurais jamais pensé saboter son mariage. Jamais. Le truc, c'est que je pensais que c'est moi qui épouserais cet homme. Enfin, s'il n'y avait personne de mieux. David a 2 ans de plus que moi, mais à l'époque, je n'étais pas une fille féminine. En fait, je préférais largement traîner avec les garçons et jouer au basket. Alors on est vite devenus meilleurs amis. Mais quand j'ai eu l'âge de la puberté, mon apparence est devenue importante à mes yeux.
Alors je me suis mise à faire des efforts et me comporter davantage comme une femme. De ce fait, les garçons ont commencé à me remarquer. David y compris. Une fois au lycée, il m'a demandé de sortir avec lui. Mais j'ai simplement rigolé en lui disant d'arrêter de blaguer. En d'autres mots, je l'ai rejeté. C'était bien de savoir que je l'avais sous le coude, mais à ce moment-là, je ne voulais pas sortir avec lui. Pourquoi aurais-je voulu alors que je pouvais avoir n'importe quel mec du lycée? Après ça, il faisait quasiment tout ce que je lui demandais. Il me traitait comme une princesse et me suivait partout. Mince, on était si proches qu'on blaguait avec ma famille en disant qu'on finirait par se mettre ensemble. Quand je suis allée étudier en Europe pendant 3 ans, David était toujours là pour moi quand j'avais des périodes difficiles ou des ruptures. Être dans un autre pays impliquait que je ne parlais pas aussi souvent à David qu'avant, mais je savais que si j'avais besoin de lui, j'avais simplement à claquer des doigts pour qu'il apparaisse. Dès que je rentrais pour les vacances, il venait toujours me chercher à l'aéroport. Alors, quand j'ai terminé mes études et que je suis rentrée pour de bon, je pensais qu'il viendrait me chercher avec un énorme bouquet de fleurs dans les mains. Mais non, il n'est pas venu. Il n'y avait que mes parents qui m'attendaient. Sur le chemin de la maison, je boudais. J'étais en colère contre David. Comment osait-il me poser un lapin? Voyant ma mauvaise humeur, ma mère m'a demandé « Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente d'être rentrée ?» J'ai marmonné « Si, mais je suis pas contente que David ne soit pas venu me chercher. » Ma mère a dit tout naturellement « Ah oui, mais j'imagine qu'il est occupé par les préparatifs du mariage. Je suis sûre qu'il a juste oublié. » Je me suis redressée sur mon siège. « Quoi? Un mariage? Le mariage de qui? » Ma mère parut surprise. « Il ne te l'a pas dit? » « Oh, il doit être très occupé, le futur marié. » Ma chérie, c'est David qui se marie. Et je me suis sentie très mal, comme si on m'avait trompée. D'accord, je ne l'aimais pas, mais ce n'est pas la question. Comment une fille a osé s'approcher de lui et me le prendre? Je suis rentrée et j'ai vu David marcher à toute allure sur le trottoir. Il m'a vue et m'a fait coucou avec enthousiasme. J'ai couru vers lui en criant « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu te mariais ?» Il a souri et a répondu « Désolée, Amélie. Je voulais te l'annoncer en face à face, car j'ai une question importante à te poser. » Il avait l'air si sérieux. Puis il a mis la main dans sa poche. Oh my God! Est-ce qu'il allait me demander en mariage? Est-ce que ça avait été une farce depuis le début? Mais non, il a sorti une boîte de pastilles à la menthe et me l'a offerte. À ce moment-là, une fille est sortie de chez lui pour lui apporter un café. Il a mis ses bras autour de sa taille et l'a embrassée sur le front. Burke! Amélie, tu te souviens d'Émilie, non? Elle était avec toi à l'école. C'est ma fiancée. On voudrait te demander d'être notre témoin. Émilie a ajouté « En fait, il voulait que tu sois son témoin, car on sait tous que vous êtes très proches. Mais ça serait un peu bizarre, tu penses pas? » Je me tenais là, sans voix, la bouche grande ouverte. Non, je ne me rappelle pas avoir été en classe avec cette Émilie. Et je ne voulais pas être sa fichue demoiselle d'honneur. David a plaisanté. Tu n'es pas hyper contente pour moi? Je sais que tu as adoré. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit avant maintenant. Pour voir ta réaction inattendue. Je n'avais aucune réaction. Je ne savais littéralement pas quoi dire. Et je me tenais là, immobile, en réalisant que le mec sur qui j'avais toujours compté était maintenant avec quelqu'un d'autre. Et j'étais censée les aider avec leur fichu mariage. J'essayais d'être contente pour eux, mais j'avais envie de vomir. Maintenant, à chaque fois que je voulais voir David, il y avait Émilie en embuscade. Et ils se parlaient toujours avec une voix super aiguë, sans parler qu'ils s'embrassaient et s'enlaçaient toutes les 5 secondes. Je n'en pouvais plus de les voir roucouler. Alors j'ai décidé d'élaborer quelques farces diaboliques. D'abord, je n'ai pas arrêté de demander à Émilie de manger avec moi au fast-food, car je lui ai dit que ça me manquait après avoir été à l'étranger pendant si longtemps. Mais la véritable raison était que je voulais qu'elle prenne du poids rapidement et qu'elle ne rentre plus dans sa robe de mariée. Et j'ai réussi. Quand on est allé dans la boutique de robes, toutes les robes qu'Émilie essayait ne lui allaient pas. La seule qui lui allait était moche et très démodée. En voyant sa moue boudeuse, j'étais heureuse au fond de moi. Jusqu'à ce que David accourt vers elle pour la rassurer. Il l'a complimentée en disant que c'était la plus belle femme au monde, peu importe ce qu'elle portait et qu'il avait beaucoup de chances de l'épouser. Ah, j'avais vraiment envie de vomir. Quelques jours plus tard, Émilie a fait sa fête d'enterrement de vie de jeune fille. Vu que l'endroit était proche de chez moi, Émilie et ses amis ont décidé de venir se préparer chez moi avant la fête. Même si je trouvais ça ennuyeux au début, j'ai ensuite réalisé que c'était l'occasion parfaite pour une autre farce. Cet après-midi-là, quand elles étaient toutes en train de se maquiller et de s'habiller, j'ai proposé d'aider Émilie à repasser sa robe, car je repassais la mienne. Elle a accepté et m'a donné la robe. J'ai discrètement monté la température du fer, et sa robe de soie a brûlé en un instant. J'ai crié en faisant mine que c'était un accident. Émilie et ses amis ont accouru immédiatement. Elles étaient choquées de voir la robe complètement ruinée. Je me confondais en excuses, et je voyais les yeux d'Émilie se remplir de larmes. « Tu es sûre que tu ne l'as pas fait exprès ?»
me demanda soudainement une amie d'Émilie. Puis tout le monde m'a regardé méchamment. Non, ne dis pas ça, Amélie voulait seulement m'aider, dit Émilie en larmes. Mince, pourquoi était-elle si gentille? Après ça, elle a appelé David. Elle pleurait désespérément et lui racontait tout. Et seulement une demi-heure plus tard, David est venu et a tendu une robe flambante neuve à Émilie, encore plus belle que la précédente. Émilie a enlacé David, l'a embrassé sur la joue et n'arrêtait pas de dire qu'il était le meilleur. Berk. Soudainement, une des amies d'Émilie a murmuré quelque chose du genre « Émilie a tellement de chance d'avoir David comme fiancé. C'est pas comme Charles, qui est vraiment inutile. » Donc Charles était l'ex d'Émilie, c'est ça? Je me demandais s'il voulait lui aussi briser leur mariage. Alors j'ai fait des recherches en ligne et j'ai facilement trouvé Charles. Puis je lui ai écrit en lui disant que j'étais la demoiselle d'honneur d'Émilie et que j'avais quelque chose de très important à lui dire sur elle. Il a accepté de me voir dans un bar en ville. Première impression, ce mec est plutôt mignon. Il se trouve que cette sainte nitouche d'Émilie a bon goût en termes de mec. En étant assise à côté de lui, j'ai remarqué que Charles avait beaucoup bu. Mais je m'en souciais pas sur le moment. Je lui ai fait mon regard le plus convaincant et je lui ai dit « Émilie a encore des sentiments pour toi et maintenant elle hésite à se marier. » Au début, il ne disait rien. Il continuait de boire. Mais soudainement, il s'est levé et a dit qu'il devait lui avouer qu'il l'aimait tout de suite. Alors je l'ai suivi jusqu'à chez elle. Ce soir-là, les demoiselles d'honneur dormaient chez Émilie pour l'aider à préparer la liste des invités au mariage, etc. Je suis entrée en vitesse en inventant une excuse d'arriver si tard et c'est là que j'ai entendu du bruit provenant de l'extérieur. Tout le monde est sorti pour voir et il y avait Charles, bourré, qui bredouillait des trucs comme « Je t'aimerai toujours ». Émilie avait l'air choquée et a essayé de convaincre Charles de rentrer chez lui. Je regardais la scène avec un sourire intérieur au moment où il vomit dans son pot de fleurs, accusa les demoiselles d'honneur d'être des traîtresses et trébucha sur le chat en essayant de rentrer dans la maison. Charles a fini par s'endormir sur le canapé et Émilie, comme à son habitude, l'a recouvert d'une couverture. Elle n'avait même pas l'air en colère. Pourquoi? Je ne comprenais pas pourquoi, après tout ce que j'avais fait, elle restait si calme et pardonnait tout. Le lendemain, quand Charles s'est réveillé, ils ont parlé et j'avais peur que Charles dise à Émilie ce que j'avais fait. Mais au lieu de ça, il s'est excusé, lui a souhaité le meilleur avenir, puis est parti. Quelques jours plus tard, Charles m'a demandé de le rejoindre dans un café. Il m'a demandé pourquoi je lui avais menti, car Émilie avait dit qu'elle était très heureuse de se marier avec David. J'ai soupiré et lui ai dit la vérité. Je lui ai aussi dit que je n'avais pas de sentiments pour David, c'est juste que je détestais les voir ensemble. Puis Charles a dit « Ne laisse pas la jalousie s'emparer de toi. Écoute, Amélie, maintenant il faut qu'on se ressaisisse et qu'on oublie le passé. » J'étais triste d'entendre ça, mais je savais que Charles avait raison. Même si David était mon meilleur ami depuis l'enfance, il était temps qu'il mène sa propre vie. « Ne sois pas triste, » dit Charles en me tapotant doucement la main. Je relevais les yeux, j'étais fascinée par son physique, mais aussi par sa maturité et sa sensibilité. Le jour du mariage arriva. J'étais à côté de David et d'Émilie pendant l'échange d'alliances et les vœux d'époux. Quelque part, je me sentais fière que mon meilleur ami ait trouvé l'amour de sa vie. Mais je me sentais toujours mal au fond de moi, jusqu'à ce que je voie Charles dans la foule. Il s'est avancé, m'a fait un grand sourire et a plaisanté sur le fait qu'il allait passer sa journée là pour que je ne fasse pas davantage de dégâts. J'ai éclaté de rire en lui disant que ce serait plutôt lui qui perturberait la cérémonie. Après la cérémonie, on a passé du temps ensemble à se balader au parc et à aller dans une galerie marchande. Je dois avouer que c'était sympa et ça m'a fait penser à autre chose. Depuis, il s'est passé quelque chose d'étrange. Je pense beaucoup à Charles, du genre vraiment beaucoup. Est-ce que je commence à avoir des sentiments pour lui? Peut-être qu'il est temps pour moi de trouver l'amour de ma vie aussi. Et je pense avoir trouvé le bon candidat. Dans toutes les histoires de lycéens, il y a toujours une fille superbe qui fait faire des choses stupides aux garçons pour essayer de les séduire, non? Eh bien moi, mon histoire est à peu près la même. Sauf que j'étais en compétition avec un chien. Ouais, vous m'avez bien entendu. Alors c'est parti. Je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, et Clara est la fille que je poursuivais. Je me souviens de la première fois que je l'ai aperçue. C'était pendant un match de football à l'école et elle était l'une des pom-pom girls. Ses cheveux blonds et ondulés et ses yeux bleus brillants m'ont rendu fou et je ne pouvais plus détacher mes yeux d'elle. En d'autres termes, j'ai eu le coup de foudre. C'est alors que j'ai commencé mon plan de drague. J'ai payé 10 $ à mon ami pour connaître son adresse et son plat préféré. Un vrai traqueur, n'est-ce pas? Ah, ce n'était que le début. Une fois que j'ai eu son adresse, je me suis pointé chez elle avec un gâteau au fromage et aux fraises, accompagné d'une lettre d'amour. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la clôture et j'allais poser le gâteau sur le pas de la porte, sonner à la porte et m'enfuir. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, un chien est apparu et a sauté sur moi. J'ai paniqué et j'ai essayé de m'enfuir, mais au lieu de cela, j'ai atterri sur le sol.
Et bien sûr, le gâteau a atterri juste à côté de moi et la lettre s'est envolée. Quel désastre! En plus, ce satané chien n'arrêtait pas de mordre mon pantalon, pendant que je criais comme un petit enfant. Et devinez qui est apparu à ce moment-là? Nul autre que Clara. Remarquant le gâteau et la lettre à son nom dessus, elle m'a souri, m'a aidé à me relever, et m'a dit qu'elle avait une trousse de premiers soins à l'intérieur. Elle a dit que son chien Max devient tout simplement content lorsqu'il voyait de nouvelles personnes. Puis elle a continué à s'excuser. Mais je lui ai dit que ce n'était pas grave. Pour être honnête, je tomberais comme cela tous les jours si cela me permettait d'être aidé par Clara. Après cela, nous avons commencé à nous envoyer des textos, bien que la plupart du temps, elle m'envoyait des photos de Max. Finalement, après quelques mois de textos, j'ai eu le courage de lui proposer un vrai rencard, et c'était génial. Après l'avoir déposé devant sa porte, j'ai décidé que c'était le moment d'avouer mes sentiments, et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Je tremblais tellement que j'ai presque oublié de respirer. Mais heureusement, elle m'a dit qu'elle m'aimait bien aussi. Puis soudain, elle m'a attrapé et a déposé un gros baiser sur ma joue. Alors je l'ai prise dans mes bras et j'ai décidé d'y aller pour un vrai baiser sur ses lèvres. Mais sorti de nulle part, Max est apparu et m'a sauté dessus. Et je suis tombé à plat sur le visage. Pas de nouveau! Et cette fois, j'étais furieux. Je me suis redressé et j'étais sur le point de perdre la raison. Mais j'ai remarqué que Clara riait. Max a l'air de t'aimer, a-t-elle plaisanté. Il me rendait complètement dingue. Mais en voyant à quel point elle était heureuse, ma colère s'est dissipée. J'étais sur le point de me lever et de me lancer pour un nouveau baiser. Mais Max continuait à attirer Clara à l'intérieur. Elle n'avait pas d'autre choix que de le suivre. Et je suis resté tout seul. Mec, c'était quoi le problème de ce chien? Après cette nuit-là, j'ai renoncé d'aller chez Clara quand on se voyait. Je lui ai même dit que je pensais que son chien me détestait. Et elle a trouvé ça très drôle. Elle a ensuite dit qu'il était simplement protecteur. Puis elle a raconté pourquoi il l'avait adopté. Donc, quand j'avais 8 ans, mon meilleur ami vivait à côté. Il s'appelait Martin, et Max était son animal de compagnie. Nous étions tous les trois très proches, mais un jour, les parents de Martin ont divorcé, et Martin est parti au Canada avec son père. Alors il a laissé Max avec moi. Cela fait 9 ans que nous ne nous sommes pas revus. Une pensée a traversé mon esprit. Peut-être que Max me détestait parce qu'il pensait que Clara était la petite amie de Martin. Mais non, ce n'est qu'un chien, non? Et les ennuis étaient loin d'être finis. La soirée du bal est arrivée, et Clara était si contente. J'ai fait en sorte d'arriver tôt chez elle et de l'attendre pendant qu'elle se coiffait et se préparait. Je lui ai dit que j'attendrais dehors. Mais elle a insisté pour que j'entre. Je redoutais de voir Max, mais bien sûr, il était là, à m'attendre près du canapé avec un sourire en coin. Je veux dire, allez, depuis quand les chiens sourient-ils? Je suis resté sur mes nerfs aussi à le regarder, et après que Clara soit remontée à l'étage, il est venu vers moi avec une photo dans la bouche. C'était Clara assise à côté d'un garçon, et Max était là aussi. De toute évidence, c'était Martin sur la photo, et ils avaient l'air si heureux ensemble. Pourquoi Max me montrait-il ça? J'ai regardé Max droit dans les yeux et lui ai dit « Écoute Max, Martin et Clara ne sont pas ensemble. Clara est ma petite amie, alors laisse-nous tranquilles, ok ?» Max a continué de me fixer puis il est reparti. C'était clair que j'avais perdu la tête. J'étais en train de menacer un chien. Ah! Après un moment, Clara est descendue et nous étions sur le point de partir. Mais je n'arrivais pas à trouver mes chaussures. Après 30 minutes de recherche, nous les trouvions toujours pas. Et Clara était très en colère contre moi. Elle a couru à l'étage et s'est enfermée dans sa chambre. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis levé pour partir pieds nus. Quand je suis sorti, j'ai remarqué que Max souriait à nouveau. Mais je n'étais pas d'humeur à m'intéresser à lui. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Je me suis retourné et c'était Max avec mes chaussures dans sa bouche. Il les a laissées à mes pieds et s'est enfui. Je n'arrivais pas à le croire. Ce stupide chien a volé mes chaussures et a ruiné notre soirée. J'ai passé la semaine suivante à envoyer des SMS à Clara pour essayer de m'excuser. Et finalement, elle m'a pardonné. Mais je détestais toujours autant Max. Il faisait de ma vie un véritable cauchemar. Pendant l'été, Clara est allée à Chicago avec ses parents pour rendre visite à sa tante. Et elle m'a demandé de garder Max pendant 2 semaines. Mais quoi, tu te moques de moi? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Si je disais non, je risquais de perdre Clara. Donc je suis allé le chercher. Je l'ai vu se tenir là, nous sourions à nouveau. On aurait dit qu'il disait « Ohé Lucas, es-tu prêt pour 2 semaines en enfer avec moi ?» Le pire, c'était toutes les instructions que Clara m'avait données sur la façon de prendre soin de son précieux Max. Donne-lui des aliments bio pour chien 3 fois par jour dans son bol spécial. Ensuite, assure-toi qu'il fasse 2 promenades par jour et pas moins de 8 minutes chacune. Et tous les soirs à 18h, il a besoin de son bain avec son gel moussant pour chien. Il aime être massé derrière les oreilles, et s'il te plaît, lui une histoire avant de se coucher pour qu'il fasse de beaux rêves. Ça doit être une sorte de blague. Comment pourrais-je me souvenir de tout ça? Et comme prévu, dès le premier jour, ce fut un désastre total.
C'était les vacances d'été, donc je n'allais pas me coucher tôt. En fait, je jouais à des jeux vidéo avec mes amis toute la nuit. Donc je n'ai jamais réussi à me réveiller à 6h du matin pour le nourrir. Et il ne mourrait certainement pas s'il sautait un repas, non? Mais bon, il ne m'a pas laissé beaucoup de choix. Il a sauté sur mon lit à 6h30 du matin en me léchant au visage et en réclamant sa nourriture. Une autre fois, je devais aller chez un ami. Donc évidemment, je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Alors avant de partir, j'ai dit « Hey Max, sois un bon garçon, je reviens vite ». Puis j'ai souri et j'ai verrouillé la porte. Max a commencé à aboyer et je savais donc qu'il était en colère. Eh bien, ça lui a servi de leçon. Cependant, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai découvert qu'il avait fait pipi sur tous mes vêtements et sali toute ma chambre. Il avait clairement fait ça pour se venger et j'étais furieux. J'ai commencé à lui crier dessus pendant que je nettoyais le désordre. Et c'est là que j'ai réalisé que je devais l'emmener partout avec moi. Même si c'était super agaçant, j'ai commencé à comprendre pourquoi Clara l'aimait. Il était intelligent, affectueux, et je suppose que c'était plutôt agréable d'avoir de la compagnie. Quand je regardais des films seul, il venait s'allonger sur mes genoux. Quand je jouais à des jeux vidéo, je pouvais lui demander de m'apporter des snacks. Et une fois, je suis allé aux toilettes et j'ai réalisé que le rouleau de papier toilette était fini. Et j'ai crié « Max, s'il te plaît, peux-tu m'apporter un nouveau rouleau de PQ ?» Et il m'en a vraiment rapporté un. Quelques jours plus tard, nous nous promenions dans le parc, quand j'ai vu des garçons jouer au basket. Je voulais absolument les rejoindre. Alors j'ai dit à Max de m'attendre, mais après le match, il n'était plus là. J'ai paniqué et je l'ai recherché désespérément dans tout le parc, mais c'était sans espoir. Clara ne me le pardonnerait jamais si je perdais son précieux Max. Alors le lendemain, j'ai collé des affiches en espérant que quelqu'un les retrouvait. Et bien heureusement pour moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il l'avait trouvé. Je suis immédiatement allé le récupérer et j'ai attendu devant l'adresse qu'il m'avait donnée, qui était dans une partie un peu louche de la ville. Pendant que j'attendais, 2 hommes vêtus de noir se sont approchés de moi. Ils avaient l'air louches et j'ai essayé de m'écarter, mais l'un d'eux m'a attrapé le bras et m'a dit « Donne-nous ton argent sinon tu risques d'être blessé ». J'ai commencé à me débattre et à essayer de m'éloigner, mais cela les a rendus encore plus furieux. J'ai paniqué quand soudain j'ai entendu des aboiements familiers. Max! Il s'est précipité vers nous et a commencé à mordre les vêtements des voleurs, les éloignant de moi. J'étais tellement soulagé et après un moment les voleurs se sont enfuis terrifiés. J'ai donné à Max le plus gros câlin et il a remué la queue ravi. Puis une femme avec un chien est revenue vers nous. Il s'est avéré que c'était la personne qui m'avait appelé. Elle promenait sa chienne Penny dans le parc lorsque Max a commencé à les suivre. Et elle ne voulait pas laisser Penny tranquille. Il a eu le coup de foudre pour elle. La propriétaire de Penny ne savait pas quoi faire et elle a ramené Max chez elle. Finalement, elle a vu les affiches et c'est là qu'elle m'a contacté. Ah, donc Max était pire que moi à poursuivre une jolie fille. Comme c'est drôle. Comme nous sommes arrivés à la maison, j'ai encore remercié Max de m'avoir sauvé, puis j'ai dit « Tu sais que Martin ne vit plus ici, n'est-ce pas? Il est au Canada, ce qui est très loin. Mais écoute, j'aime tellement Clara, et je sais que toi aussi. Alors on va s'occuper d'elle ensemble, d'accord ?» Il n'arrêtait pas de me fixer comme s'il attendait quelque chose de plus. Alors j'ai dit « Oh, oui, si tu acceptes, je te promenais de t'emmener chez Penny pour lui rendre visite, ça marche ?» J'ai tendu ma main pour lui serrer la sienne, et il a carrément mis sa patte dans ma main. Ok, marché conclu. Quelques jours plus tard, Clara est revenue chercher Max. Et quand j'ai raconté à Clara tout ce qui s'était passé, elle a éclaté de rire. Après cela, notre relation s'est encore améliorée et nous avons commencé à sortir davantage avec Max. Bien que chaque fois que je voulais l'embrasser, je disais toujours à Max « Hé mon frère, regarde ailleurs !» Et il n'a plus jamais essayé de s'y mêler. Max et moi sommes en bons termes maintenant. Et il est aussi amoureux de Penny que je le suis de Clara. Et c'est bien vrai ce qu'on dit, les garçons se déchaînent pour les jolies filles. Elina, pourquoi tu es juste ma cousine et pas ma maman? Clara m'a regardée avec des yeux curieux. Je savais d'où venait cette question, car le sujet de la semaine à l'école maternelle était la famille. Les paroles innocentes de Clara me remplissaient de culpabilité. Étais-je une mauvaise personne? Je me suis posé cette question tous les jours pendant les 4 dernières années. Oui, la petite fille à côté de moi n'était pas ma fille. Je l'ai volée à son vrai père, et je l'ai élevée seule depuis. Tout a commencé avec mon oncle Oliver, qui est un homme d'affaires prospère et une personne très aimable. Je lui dois beaucoup, ainsi qu'à ma grand-mère, car ce sont eux qui m'ont élevée après la mort de mes parents dans un accident de voiture lorsque je n'étais qu'une gamine. Mon oncle n'a pas ménagé ses efforts pour combler la figure paternelle manquante dans ma vie. Mais il voulait aussi avoir un enfant biologique à lui, ce qui était un problème assez délicat pour un homme asexué comme lui. Un soir, je venais de rentrer de ma soirée avec mes amis quand je l'ai vu assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains. J'ai demandé « Mon oncle,
Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a regardé avec des yeux rouges gonflés, a soupiré puis a dit « Lina, c'est vraiment idiot. C'est juste que c'est mon anniversaire le mois prochain et je n'ai pas la seule chose que je désire le plus au monde. » Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai réconforté. Je savais qu'il avait toujours envie d'avoir un enfant et je voulais l'aider. Alors ensemble, nous avons étudié la possibilité de recourir à une mère porteuse. Mon oncle était si content et il a fait tous les papiers pour se procurer un ovule de donneuse. Maintenant, tout ce qu'il lui fallait, c'était une mère porteuse. Il est donc passé par une agence locale de mères porteuses qui lui a présenté 5 profils de mères porteuses potentielles. Je jure qu'il a dû relire chacun d'eux une centaine de fois. Mais il a fini par en choisir un. Une femme appelée Camille. Sur le papier, Camille semblait parfaite. Elle était âgée de 31 ans et avait déjà un petit garçon en bonne santé appelé Martin. Un contrat a été établi. Tous les soins médicaux de Camille seraient payés et elle recevrait également une somme d'argent assez importante. Puis, lorsque le bébé aurait 1 semaine, mon oncle l'élèverait seul. Tout cela semble parfait, hein ? Eh bien, ça a vite pris une mauvaise tournure. Une fois que Camille est tombée enceinte, oncle Oliver a voulu être plus présent auprès d'elle pour pouvoir créer des liens avec le bébé. Une fois, je suis entrée dans le salon où de la musique classique était jouée et mon oncle appuyait sa tête sur le ventre de Camille pour voir si le bébé pouvait entendre la musique. Bientôt, rentrer à la maison et trouver Camille là est devenu la norme pour moi. Au début, cela ne me dérangeait pas car elle était toujours très gentille avec moi et nous avions même eu de petites discussions de temps en temps. Mais un matin, alors que je descendais les escaliers pour aller travailler, je l'ai aperçue dans le jardin, en train d'aider ma grand-mère à arroser les fleurs. J'étais sur le point de m'approcher pour les saluer quand je l'ai entendu dire « Oliver est un homme adorable, mais il est tellement occupé que j'ai peur qu'il trouve que c'est un peu trop déséquilibré entre un nouveau-né et le travail. » Puis ma grand-mère a dit « Ne t'inquiète pas, ma puce, il aura Lina et moi pour l'aider. » Mais Lina est si jeune et elle a sa propre vie à mener. Elle est toujours à une fête ou avec un garçon. Et on ne peut pas attendre de toi que tu t'occupes d'un bébé. Pas à ton âge. Je ne veux pas qu'une étrangère s'occupe de mon bébé. Alors que je pourrais aider ? Quoi ? Son comportement si doux n'était qu'une façade, n'est-ce pas ? Comment ose-t-elle essayer de manipuler mon adorable grand-mère ? Quelques jours plus tard, je suis descendue au dîner pour voir Camille assise là. Elle m'a souri et m'a demandé comment était ma journée. Je n'ai pas cru à son numéro de gentillesse, mais je l'ai quand même répondu. À un moment donné, elle a soudainement sorti son téléphone. Puis son sourire s'est transformé en froncement de sourcils. « Oh non, Martin a de la fièvre. Je ferais mieux d'aller le voir. » Elle a immédiatement tiré sa chaise en arrière et s'est levée. Vous savez ce que c'est. Seul l'amour d'une mère peut faire en sorte qu'un petit se sente mieux. Puis elle est partie. Les paroles empoisonnées de Camille ont certainement touché grand-mère, qui se montre inquiète pour Martin et laisse échapper un doux sourire tandis que ses yeux suivent les pas de Camille. Et ce n'était qu'un début. Le jeu de Camille a continué, car quelques jours plus tard, elle s'est présentée sur le pas de notre porte en larmes. Puis, elle nous a raconté que le lieu de la fête d'anniversaire de Martin avait annulé la fête et qu'ils avaient refusé de la rembourser. Évidemment, mon oncle lui a dit qu'elle pouvait faire la fête chez nous et qu'il couvrirait les frais. Le jour de la fête, j'ai vu Camille passer à mon oncle tous les reçus pour le château gonflable, le musicien, le traiteur, etc. Elle a tapoté doucement son ventre et a souri. « Tu seras un père merveilleux. Tu sais, on pourrait toujours avoir un autre après celui-là. » Gratuitement, bien sûr. Plus tard, je l'ai vu murmurer quelque chose à Martin. Et l'instant d'après, il a couru vers mon oncle, lui a serré les jambes et a dit « Merci pour la fête, papa. » Puis Camille s'est précipitée vers lui, a caressé ses cheveux et a dit « Oh, chérie, ce n'est pas ton papa. Mais ce serait bien, n'est-ce pas, de vivre tous ensemble ici avec le bébé. Trop, c'est trop. » Alors, ce soir-là, j'ai confronté mon oncle et ma grand-mère à ce sujet. Je n'ai pas un bon pressentiment sur Camille. Je pense qu'elle essaye de rompre le contrat. Mon oncle a soupiré, puis a dit « Je sais. » Puis grand-mère a ajouté « Camille a raison. Oliver ne peut pas faire ça tout seul. Tu es trop jeune et je suis trop vieille. C'est donc logique que Camille reste dans le coin pour l'aider. C'est toujours mieux que d'avoir un inconnu dans les parages. »
non? Je peux aider. J'ai élevé la voix. Plutôt moi qu'elle. Je n'ai pas confiance en elle. Ma grand-mère a secoué la tête. Mais c'est elle la mère. C'est elle qui porte le bébé. Leur lien est indéniable. Je sais ce que c'est que de perdre des gens qu'on aime. Camille va briser le cœur du bébé. J'en suis sûre. Elle ne pense qu'à elle. Mon visage est devenu rouge alors que j'ai élevé la voix. Mon oncle est resté silencieux. Puis il a soupiré et est sorti de la pièce. J'ai couru après lui et je l'ai tiré en arrière. Mon oncle, tu as fait ton choix dès le début. Pourquoi le changer maintenant? Il a répondu en gardant les yeux rivés sur le sol. Ta grand-mère n'a pas tort. Quoi? J'ai crié. Arrête de laisser cette sorcière Camille te manipuler. Il a secoué la tête et il s'est éloigné. Oh mon Dieu! Ils étaient contrôlés comme des marionnettes. Il fallait que ça cesse. Donc, j'ai décidé de confronter Camille à ce sujet. Ma chance est arrivée le lendemain. Elle aidait à préparer le dîner, alors je lui ai dit « Je sais ce que tu manigances. Tu veux juste une vie facile sans aucun souci d'argent. C'est pour ça que tu les manipules. Mais tu ne peux pas me tromper. » Elle a arrêté de couper les carottes, puis m'a regardée. « C'est vrai? Le truc, Lina, c'est que j'ai toujours ce que je veux. » Elle a fait un sourire maléfique, puis elle a enfoncé le couteau dans la carotte avec une telle férocité que j'ai sursauté. C'était officiel. Camille était folle. Mais je n'avais aucune preuve. Donc en fait, il n'y avait absolument rien que je puisse faire à ce sujet. Comme prévu, la folie a continué. Le lendemain, je suis allée dans la chambre de grand-mère et je l'ai vue, l'air agité, fouiller dans son tiroir de chevet. Encore une fois, je ne trouvais pas mes pilules. Et il continuait à apparaître dans des endroits étranges. Elle semblait vraiment inquiète de perdre la tête. Plus tard, quand nous étions tous en train de dîner, Camille est allée au réfrigérateur et, surprise, devinez ce qu'elle y a trouvé. Ouais, les pilules de grand-mère. De toute évidence, Camille les avait mises là. Puis elle s'est approchée de grand-mère, lui a frotté l'épaule et lui a dit avec inquiétude « J'aurais dû m'occuper davantage de toi. Nous devrions te faire examiner par le médecin le plus tôt possible. L'âge peut être si cruel pour l'esprit, et je ne veux pas être distraite quand le bébé sera là. » Après cela, grand-mère semblait totalement convaincue qu'elle était trop vieille pour s'occuper d'un bébé, même après que le médecin lui ait dit que tout allait bien. De plus, elle était catégorique sur le fait que Camille devait emménager pour aider. Oh, quel serpent cette Camille! Un mois plus tard, le bébé est né. Une fille. Mon oncle l'a appelée Clara, comme ma mère. Nous avons tous pleuré des larmes de joie et l'avons accueillie dans notre famille. Camille a eu son souhait exaucé. Et elle et Martin ont emménagé dans notre maison. Un matin, je suis descendue pour voir Camille tenant le bébé. Devant elle se trouvait le contrat déchiré. Je lui ai dit de partir et elle a souri et dit « Tu es une fille intelligente, Lina, mais tu n'es pas de taille face à moi. Je ne vais nulle part. C'est ma maison maintenant. Alors fais-toi à l'idée. » Je savais qu'il était inutile d'en parler à mon oncle et à ma grand-mère. Je ne pouvais pas laisser cette femme détruire ma famille. Elle était dangereuse. Je pouvais finir par blesser tout le monde. Elle ne s'arrêterait jamais jusqu'à ce qu'elle ait ce qu'elle veut. Et il n'y a pas moyen que je laisse cela arriver. Alors, quand Camille était dans la salle de bain, j'ai pris Clara dans mes bras. Et avant que je puisse m'en empêcher, je me suis enfuie de la maison et hors de leur vie. J'ai déménagé dans une nouvelle ville et j'ai trouvé un nouveau travail. Ce n'était censé être que temporaire. Mais je suppose que j'étais trop égoïste et que j'avais peur de revenir en arrière. J'ai toujours été honnête avec Clara sur un point. J'étais sa cousine, pas sa mère. Alors, quand Clara a dit ces mots, « Lina, pourquoi tu es seulement ma cousine et pas ma maman ?» Je me suis sentie si coupable. Elle ne pouvait pas avoir de relation avec son père à cause de moi. Oui, j'avais voulu que ma famille sorte du piège de Camille. Mais ce que j'ai fait n'était pas juste pour mon oncle. Je le savais maintenant. Je n'avais aucun droit d'éloigner sa fille de lui pendant 4 ans. Je me sentais si mal en pensant à la tristesse et à la blessure que j'avais dû causer à lui et à ma grand-mère. La culpabilité me rongeait et je savais que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai donc appelé un vieil ami de la famille et je lui ai demandé d'approcher mon oncle. Plus tard dans la journée, mon ami m'a rapporté un message de sa part. « Camille est partie et ne reviendra pas. Tu avais raison à son sujet. Bien sûr, elle n'en voulait qu'à mon argent. Après ton départ, elle ne semblait plus du tout se soucier de Clara et a même menacé d'aller voir les flics pour te dénoncer si je ne la payais pas. S'il te plaît, reviens vers moi et ta grand-mère. Nous ne sommes pas contents de ce que tu as fait, mais nous savons que tu avais de bonnes intentions. On t'aime et on veut juste que nos filles reviennent à la maison.
Des larmes ont coulé sur mon visage. Ils avaient trouvé dans leur cœur la force de me pardonner. Fuir n'avait jamais été la solution, même si je l'avais fait avec de bonnes intentions. Il était temps d'arrêter de fuir, il était temps de rentrer à la maison. Alors, j'ai regardé la petite fille qui me rappelait tellement mon oncle. Clara, j'ai pris sa main. Tu es prête à rentrer à la maison chez ton papa ? Hé Alex! J'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et c'était Roxy, mon béguin, qui était aussi la plus belle fille du monde. Je me suis dit que je devais être sur son chemin. Alors j'ai rapidement marmonné, désolé, et je me suis écarté. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri et m'a dit « Alors, un petit oiseau m'a dit que tu m'aimais bien. Tu sais, je trouve ça mignon que tu n'aies pas encore fait un pas vers moi, pas comme la plupart des gars ici. » Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que je rêvais ? Je me suis pincé pour vérifier. Non, c'était réel. Donc j'ai hoché la tête et marmonné. Ouais ? Mes amis organisent une fête dans leur maison de fraternité mercredi. Tu veux venir ? Avant que je puisse répondre, son ami Luc est apparu et en souriant, il a dit « Ouais, tu dois juste venir à cette fête. » Roxy a frappé son bras en lui lançant un regard mauvais, puis m'a souri. « Donc c'est au numéro 19, ça commence à 21h. Je te verrai alors ?» J'ai hoché la tête en guise de réponse et elle a dit « Super, on se voit là-bas. » Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. Alors oui, je suis Alex, l'étudiant moyen de 2e année d'université. Et voici l'histoire de mon béguin qui a essayé de m'attirer dans un piège vraiment sinistre. Je suppose que je suis un gars ordinaire. Je ne suis pas aussi riche et populaire que les jeunes des fraternités. Au lieu de cela, ma chambre est dans des dortoirs ordinaires. Et bien que je ne sois pas laid ou impopulaire ou quoi que ce soit, je suis facilement négligé. Alors, j'ai gardé secret mon béguin pour Roxy parce que je ne jouais pas dans la même cour qu'elle. Elle était si belle. C'était fou. Comment a-t-elle découvert que je l'aimais ? Je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle. C'était fou. Au début, j'avais l'impression d'être le gars le plus chanceux du monde. Mais en regardant Roxy retourner vers ses amis, j'ai remarqué qu'elle riait. Sauf cette fille, appelée Sophie. Pendant ce temps, Luc se faisait taper dans la main par tout le monde. Il était toujours un peu bizarre et il parlait aux gens de façon étrange. J'ai croisé le regard de Sophie et elle m'a lancé un regard qui disait non. Puis elle a détourné les yeux. Son petit ami Jack avait son bras autour de son épaule et il tirait sur l'une de ses nattes tout en buvant sa boisson. Je n'avais aucune idée de ce qu'il lui trouvait, mais qu'est-ce que son regard pouvait bien vouloir dire ? De retour dans mon dortoir, j'en ai discuté avec mon colocataire, Ben, et il a dit que ça ressemblait à un coup monté. Même si je voulais que tout cela soit vrai, mon instinct me disait que c'était trop beau pour être vrai. Le soir de la fête, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre de mon dortoir, qui est parfaitement situé pour avoir une vue claire des maisons de fraternité. J'ai compté les maisons jusqu'au numéro 19, puis j'ai sorti mes jumelles que j'utilise pour mes recherches sur le terrain pour regarder de plus près. La maison avait un grand drapeau arc-en-ciel accroché à 2 de ses fenêtres. Je me suis alors demandé pourquoi Roxy voulait aller à une fête gay. J'ai vu beaucoup d'hommes habillés de façon féminine et les 2 seules filles que j'ai pu apercevoir étaient loin d'être attirantes. Et on aurait dit qu'elles étaient ensemble. Et il y avait Luc, dans la cour de devant, tenant 2 verres et regardant autour de lui comme s'il attendait quelqu'un. Où était Roxy ? J'ai décidé de vérifier ses réseaux sociaux pour voir si elle avait posté quelque chose. Et j'ai remarqué qu'elle avait laissé sa position ouverte. Elle était dans une boîte de nuit locale, le Diego's. C'était étrange, donc j'ai laissé tomber la fête et à la place, Ben et moi sommes allés dans un bar étudiant. Je lui ai tout raconté et il a dit qu'on dirait que j'ai évité une balle. Le lendemain, j'étais assise avec Ben et d'autres amis à la cantine quand Roxy s'est précipitée vers moi et a crié « Comment oses-tu me poser un lapin ? Pour qui tu te prends ?» Luc est à Paris et a dit « Ouais, pourquoi tu n'étais pas venu ?» J'ai juste haussé les épaules et dit « Roxy, je sais que tu n'étais pas là, la position de ton téléphone est publique, tu étais chez Diego. » Elle a hésité puis a dit « Oui, mon ami a emprunté mon téléphone, mais ce que tu as fait est effrayant, espèce de harceleur. » Oui, c'est ça. Roxy n'était jamais sans son téléphone, donc je n'ai pas cru à son histoire. Toute cette histoire n'avait aucun sens, alors j'ai juste dit à voix basse « Peu importe Roxy », et j'ai continué à manger mon déjeuner. Après ça, elle a commencé à faire de ma vie un enfer. Elle a dit à tout le monde que je la harcelais, alors des élèves ont commencé à venir me voir et à me dire de la laisser tranquille. Puis quelqu'un a couvert les couloirs du dortoir avec des affiches portant une photo de moi et le mot harceleur écrit dessus. Je savais que Roxy était derrière tout ça. C'était tellement bizarre. Mais Luc était pire. Une fois après la classe, il s'est approché furtivement de moi, a attrapé mon bras et a dit « Hey Alex, pourquoi tu snobs ma fête ?» Je lui ai dit que j'avais vu la fête de loin et que ce n'était pas mon truc. Alors il a répondu « Hey, t'as un problème avec le fait que je sois gay ?» J'ai secoué la tête et lui ai dit que non, mais il ne voulait toujours pas lâcher mon bras. J'étais soulagé quand il m'a finalement lâché et je me suis dépêché de retourner à mon dortoir.
Sur le chemin, j'ai aperçu Sophie assise à l'extérieur de la salle de bain commune. Attendez, pourquoi était-elle en larmes? Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle m'a demandé de partir. Bien que je ne voulais pas fourrer mon nez là où il ne fallait pas, je n'étais pas sans cœur. Alors, je lui ai laissé ma bouteille d'eau et avant de partir, je lui ai dit « Si tu veux en parler, je suis là pour toi ». Je déverrouillais mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retourné pour voir Sophie qui se tenait là. Elle m'a remercié pour l'eau et a dit qu'elle voulait parler. Je l'ai fait entrer dans ma chambre et elle s'est assise sur mon lit. Et en fixant ses pieds, elle a dit en larmes « J'ai surpris Jack et Roxy en train de s'embrasser près des vestiaires, mais quand je l'ai confronté à ce sujet, ils m'ont juste repoussé. » Je me suis assise à côté de Sophie et je l'ai serrée dans mes bras. C'était horrible. On dirait que je m'étais trompé sur Roxy. Elle n'était pas du tout la fille de mes rêves, mais plutôt un cauchemar. Sophie continue. Il y a pire. Roxy a volé mon devoir et l'a présenté comme le sien. Il est à rendre demain et je n'ai pas le temps d'en écrire un nouveau. Elle s'est remise à pleurer. Je lui ai passé un mouchoir et lui ai dit « On va régler ça, il n'y a pas moyen qu'elle s'en sorte comme ça. C'est horrible. » Je lui ai dit d'envoyer un courriel au doyen de l'université et à son tuteur pour expliquer ce qui s'était passé. Elle a joint le devoir original et toutes les notes qu'elle avait écrites à ce sujet. Ils nous ont tous deux répondu en quelques minutes et ont dit qu'ils allaient se pencher sur la question. Sophie avait l'air ravie, mais son sourire s'est soudainement effacé. Et elle a tripoté l'une de ses notes en disant « Alex, il y a autre chose que je dois te dire. Ne me déteste pas, s'il te plaît. » Puis elle m'a raconté que la fête à laquelle Roxy m'avait invité était un piège. Roxy avait découvert que j'avais le béguin pour elle, et elle était gênée qu'un gars ordinaire comme moi ose avoir des sentiments pour elle. Et elle était catégorique, elle devait me donner une leçon. Alors c'est là que Luc a dit qu'il aiderait, car il voulait m'ajouter à sa collection. Ils ont donc élaboré un plan. Roxy m'a invité à la fête, et Luc m'attendait avec une boisson dopée. Apparemment, c'était la façon de Roxy de me faire taire et de s'assurer que je ne la regarde plus jamais de la même façon. Waouh, c'était si sombre. J'ai frissonné à l'idée de ce qui aurait pu se passer, c'était terrifiant. Sophie m'a aussi dit qu'elle avait supplié Roxy de ne pas faire ça, mais qu'elle avait demandé à ses amis de la retenir puisqu'elle lui avait dit que si elle intervenait, elle la ferait souffrir. J'ai réconforté Sophie et lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je savais que je ne pouvais pas rester sans rien dire, car il pouvait faire ça à un autre pauvre gars qui avait osé avoir le béguin pour elle. Alors avec l'aide de Sophie, nous avons écrit une autre lettre au doyen et à la sécurité de l'université pour leur expliquer ce qui s'était passé. Car nous n'allions pas nous laisser faire. Sophie était terrifiée à l'idée que Roxy et ses amis s'en prennent à elle. Alors je l'ai invitée à revenir dans ma ville natale pour le week-end afin de s'éloigner de tout le monde et de laisser les choses se calmer. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, la nouvelle s'est répandue que Roxy avait été renvoyée pour avoir volé le travail de quelqu'un d'autre. Quant à Luc, les flics ont fait une descente dans sa maison de fraternité et ont trouvé des tas de substances interdites cachées. L'affaire était si grave qu'elle a été portée devant les tribunaux et qu'ils ont fini en prison. Quant à Jack, il a essayé de culpabiliser Sophie pour le fait d'être derrière l'expulsion de Roxy pour une raison aussi stupide, mais elle a cessé de lui parler de toute façon. Je repense souvent à la nuit de la fête et ce qui aurait pu se passer. Ma vie aurait été ruinée, et pourquoi? Tout ça parce que j'ai osé avoir le béguin pour une belle fille. Je dis bon débarras. Il y a eu du bon dans tout ça, Sophie et moi nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Maintenant nous sommes tous les deux diplômés, et ce n'est pas tout, nous avons eu 2 enfants formidables ensemble. J'aime ma belle famille de tout mon cœur, et je veux juste la protéger de tout le mal du monde. En résumé, ne pensez pas que parce que vous êtes belle, riche et populaire, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. Quel que soit l'âge, le sexe, l'apparence, etc., tout le monde mérite d'être traité avec respect et compassion. Donc les données doivent être collectées d'ici vendredi pour que nous puissions... J'ai baissé la tête et j'ai mis un bretzel dans ma bouche. Maya, tu manges? Mon patron m'a lancé un regard noir. Je me suis essuyé la bouche avec le dos de ma main et les joues pleines de nourriture, j'ai étouffé. Non, bien sûr que non. Il s'avère que dans mon empressement à manger un bretzel délicieux, salé et croquant pendant une réunion de travail, j'avais oublié d'éteindre mon micro. Oups. Salut, je m'appelle Maya et je suis amoureuse de la nourriture. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, la nourriture est la seule chose qui a toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Il suffit d'un hamburger avec un supplément de fromage et d'un cheesecake au caramel salé pour que je sois une fille heureuse. Ah, j'en salive rien qu'en y pensant. Mais mon amour de la nourriture a failli tout me coûter. Et voici comment. Donc, après l'incident du bretzel, mon patron m'a virée. Ouais, c'est dur, je sais. Je n'avais donc plus de travail. Et par conséquent, plus d'argent pour acheter de délicieux snacks. Quelle déception. Un soir, j'étais étendue sur le canapé en regardant un film et rêvais de manger un sundae triple chocolat.
quand Jack, mon petit ami, s'est assis à côté de moi avec un énorme bol de bonbons et a commencé à me parler de la fête d'anniversaire de son collègue de travail. Oh, des bonbons. J'en ai attrapé une poignée et j'ai commencé à m'en mettre plein la bouche. Merci Jack, il connaissait le chemin vers mon cœur. Entre 2 grignotages, je lui ai demandé « Est-ce que tu peux y aller accompagner ? Je veux venir avec toi, s'il te plaît. » Il a haussé les épaules et a dit « Bien sûr. » J'ai applaudi avec nos mains collantes. Oh, une fête! C'était tellement génial, car les fêtes signifiaient qu'il y aurait de la nourriture et beaucoup de nourriture. Dès que nous sommes arrivés, je me suis dirigée vers la table du buffet. Oh mon Dieu, c'était incroyable! Il y avait des clubs sandwich, des mini pizzas et des bols de salade de pommes de terre. J'ai soulevé tout le bol de service et j'ai commencé à mettre la nourriture à la cuillère dans ma bouche. Puis, une femme est apparue à côté de moi, fronçant les sourcils. Elle a dit « Excusez-moi, pourriez-vous ne pas manger dans le bol de service ?» À la bouche pleine, j'ai répondu « Oh, désolée, c'est tellement bon. » Puis j'ai reposé le bol et pris une poignée de chips. Alors qu'elle s'éloignait, je l'ai entendue marmonner dans son souffle. Quelle gourmande! Finalement, Jack a attrapé mon bras et m'a fait sortir de là. Il boudait et pouvait à peine croiser mon regard. Alors, je lui ai demandé ce qui se passait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je grogné. « Est-ce que tu as besoin de demander ? Tu restes assise toute la journée à manger tout ce qu'il y a dans les placards, puis, quand je t'amène à une fête de mon collègue, tu monopolises le buffet. C'est tellement embarrassant. » Ça m'a gonflé. Je suppose que je devrais avoir un peu plus de self-control avec la nourriture dans une fête. Et je suppose que j'avais besoin de trouver un travail. De plus, avoir plus d'argent signifiait que je pouvais acheter de meilleurs snacks. Et je n'aurais pas à continuer à prendre ceux de Jack. J'ai donc trouvé un emploi à temps partiel au cinéma de mon quartier, au comptoir à popcorn. Oh, cette odeur sucrée et beurrée du popcorn, comme je l'adorais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il était là à me regarder, toute sa chaleur dorée et collante. Alors, entre 2 services à un client, je l'ai fourré furtivement dans ma bouche. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mon cœur s'est arrêté en entendant une voix familière derrière moi. Je me suis retournée et je me suis retrouvée face à face avec mon manager. J'ai nié immédiatement. Je ne faisais rien, alors que du popcorn sortait de ma bouche. Il m'a crié dessus et m'a accusé d'avoir mangé tous les bénéfices. Tellement injuste. Alors, vous l'avez deviné, j'ai été virée. Une fois de plus. Je suis arrivée à la maison plus tôt que prévu, le visage taché de larmes, avec un sac rempli de mes friandises au chocolat préférées pour me réconforter. Jack m'a regardée depuis le canapé et m'a demandé ce qui se passait. Je me suis effondrée à côté de lui. J'ai retiré l'emballage d'une barre de chocolat et j'ai dit « Je me suis encore fait virer. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est du popcorn, c'est trop savoureux. Est-ce que ce monde a besoin d'être aussi cruel ?» Puis j'ai pris une bouchée de chocolat. Délicieux. Jack a secoué la tête, puis m'a dit en soupirant « Maya, admets-le, c'est ta gloutonnerie qui te met dans le pétrin. » Et alors, j'aime manger. C'est tout, je ne fais de mal à personne. J'ai fini la barre de chocolat et j'ai commencé à déballer la suivante. Jack a secoué la tête et est parti. C'est pas grave, je n'avais pas besoin de son soutien puisque j'avais du délicieux chocolat pour me réconforter. Miam. Un jour, comme d'habitude, j'ai cherché des snacks dans la maison. Mais non, il n'y en avait plus. Comme je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu aller au magasin. À la place, je suis allée sur mon téléphone et j'ai cherché des vidéos de mukbang pour tuer le temps. En regardant 2 filles se remplir la bouche de frites trempées dans du shake à la fraise, j'ai eu une idée. Bien sûr! Pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt? Je devais devenir un mukbanger et je gagnerais de l'argent tout en faisant ce que j'aime. Manger de la nourriture, c'était gagnant, gagnant. Pour ma première vidéo, j'ai fait simple. C'était juste moi, dans un t-shirt blanc, mon téléphone comme caméra et un énorme bol de spaghettis. C'est fou, les gens l'ont regardé et ont commencé à me suivre. Après quelques vidéos, ma popularité a augmenté et mes spectateurs ont commencé à me donner de la nourriture et de l'argent. C'était complètement fou. Mais avec ces choses sont venues les demandes de vidéos, comme manger 3 buckets de poulet frit et 10 assiettes de riz frit recouverts de mayonnaise. Manger toute cette nourriture est devenu un vrai défi. Une fois, j'étais à la moitié d'une vidéo où je mangeais un hamburger quand j'ai eu un point de côté dans l'estomac et j'ai dû m'arrêter. Je n'aurais vraiment pas dû manger de pancakes au petit déjeuner plus tôt. Mes fans étaient déçus que j'arrête le défi
et je me sentais vraiment mal. Je me suis dit que si je voulais en faire mon métier, il fallait que je commence à jeûner avant, afin d'être au mieux de ma forme pour les vidéos. C'était un travail difficile. Une fois, j'avais tellement faim que je suis allée dans le réfrigérateur pour renifler du fromage. Mais une fois que j'avais terminé un défi, je me sentais si pleine et ballonnée que je ressemblais à un poisson globe. Et puis, il y avait la fatigue. J'étais tellement épuisée que je me suis endormie dans le bus pour le supermarché et j'ai fini dans une ville bizarre à des kilomètres de là. J'ai dû appeler Jack pour qu'il vienne me chercher et il a râlé pendant tout le trajet du retour. Malgré cela, j'ai continué à faire des vidéos. Mais un jour, un fan m'a lancé un défi de taille, le défi des nouilles de feu. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit en fait d'un énorme bol rempli des nouilles les plus épicées qu'il soit. J'ai pris une bouchée des nouilles et oh mon Dieu, je ne sentais plus ma langue ni mon visage. Mon nez coulait et je devais sortir ma langue pour vérifier si elle était toujours là. C'était vraiment trop. Je ne pouvais pas en supporter davantage. Alors, j'ai changé le bol pour des nouilles non épicées et j'ai fait semblant de manger les nouilles épicées. Ensuite, j'ai montré la vidéo et je pense que j'ai bien réussi à faire semblant. Bien que je n'ai eu qu'une seule bouchée de ce produit épicé, il a eu son effet sur moi. Mon estomac gargouillait et ma langue était encore engourdie. Je me suis allongée sur le canapé avec une bouillotte sur l'estomac et je m'apitoyais sur mon sort. Jack s'est assis à côté de moi et m'a jeté un regard inquiet. « Maya, tu dois arrêter ce truc de vidéo et trouver un vrai travail. » Avec ma langue gonflée, j'ai réussi à bafouiller. Manger dans des vidéos, c'est un vrai travail. Jack secouait la tête. « La gourmandise n'est pas un passe-temps. Tout le monde se moque de toi. » Mais allô, j'étais payée pour manger et ces vidéos aidaient de nombreuses personnes solitaires à avoir de la compagnie pendant un repas. Il riait avec moi, pas de moi. Bon sang, Jack était tellement ennuyeux par moments. Entre le défi des nouilles épicées et un défi bizarre de manger des insectes dans lequel j'ai utilisé des verres en gelée recouverts de chocolat au lieu des vrais. Faire semblant est devenu une norme pour moi. Très vite, les articles ont commencé à circuler disant que j'étais une fausse mangeuse. Des articles tels que « Elle fait semblant tout le temps » et « Pas étonnant qu'elle soit toujours en forme » ont surgi partout. Après cela, je n'ai pas eu d'autre choix que de manger en live stream. Beaucoup de mes fans m'ont encouragée à le faire, mais c'était vraiment un travail difficile. Il n'a pas fallu longtemps pour que les kilos s'accumulent, et en un mois, j'avais pris 2 tailles de robe et je me sentais très faible. Un matin, quand Jack m'a vu chercher dans ma garde-robe quelque chose, n'importe quoi, à porter qui m'irait, il m'a proposé qu'on aille faire un jogging. J'ai regardé mon jean préféré qui ne dépassait plus mes cuisses et j'ai décidé d'y aller. Je suis arrivée au bout du pâté de maison et waouh, il faisait chaud. Mais je ne pouvais pas respirer. J'étais accroupie, agrippée à une barrière pour me soutenir quand une femme enceinte est passée. Tu as une telle inspiration, courir à ton âge et après avoir donné naissance, même sans celui-ci. Elle a tapoté mon ventre. Je ne serais pas capable de le faire. Quoi ? Elle pensait que je venais d'avoir un bébé et que j'étais vieille. Ah, génial ! Et maintenant, Jack a éclaté de rire lui aussi. Je me sentais mal. Avais-je vraiment l'air si mal en point ? Cette question me trottait dans la tête. Alors, j'ai fini par aller sur Internet et commander des pilules pour perdre du poids. J'ai commencé à les prendre et au bout d'une semaine, j'avais des boutons, une haleine fétide, des flatulences odorantes et je me sentais comme une limace. Un jour, j'étais dans la cuisine en train de prendre les pilules quand Jack est rentré. A vu ce que je faisais, me les a arrachées des mains et m'a dit « Maya, regarde-toi, tu es un désastre. Tu dois arrêter les pilules et tu dois arrêter les vidéos. » J'étais plus en colère qu'un nid de guêpe dérangé. Alors je lui ai arraché les pilules et je les ai jetées hors de la pièce puis j'ai crié « Tu ne comprends pas, laisse-moi tranquille !» Jack ne m'a pas dit grand-chose après ça. Et j'ai continué à vivre dans ma bulle mukbang. J'ai bientôt atteint les 100 000 abonnés. Et pour fêter ça, j'ai mis en ligne une table remplie de mes aliments préférés. Poulet frit, pizza, beignets, etc. J'étais en train de m'empiffrer quand je me suis sentie chaude et collante et que la pièce a commencé à tourner. J'ai bredouillé. Je me sens pas très bien. Puis je me suis évanouie. En plein milieu d'une émission en direct. Je me suis réveillée quelques heures plus tard à l'hôpital avec une perfusion dans le bras et un médecin au visage sérieux qui me regardait fixement. Ils m'ont dit que j'avais un taux de cholestérol élevé et que si je continuais comme ça, je finirais par avoir du diabète et des saignements d'estomac. J'ai éclaté en sanglots et j'ai juré que j'allais faire de grands changements. J'aime manger, cela ne changera jamais. Mais je ne peux plus faire de vidéos mukbang. J'aime toujours manger, mais je ne fais plus d'excès. Oh, j'ai aussi un nouveau travail. Dans un restaurant et, étonnamment, j'ai réussi à résister à la tentation de manger tous ces plats délicieux.
Je suis sur le point de devenir la version mignonne et confiante de moi-même. Et à partir de maintenant, si je suis heureuse, triste ou autre, j'en parle à Jack au lieu de me tourner vers la nourriture. J'aimerais toujours la nourriture, mais je crois que j'ai fini par comprendre que j'aime ma santé, et Jack encore plus. Chut, ne lui dites pas ça, il risque d'avoir la grosse tête. C'était le 31 mars, un jour ordinaire, pas vrai? Eh bien oui, mais pas le lendemain. Non, car c'était le jour du poisson d'avril. Un farceur comme moi attend toute l'année, ce jour où je peux faire des blagues aux gens sans qu'ils soient fâchés contre moi. J'ai planifié mes tours depuis des mois et ça va être tellement amusant. Je me suis tournée vers ma meilleure amie Aya et avec un sourire sournois, j'ai dit « Tu n'as qu'à attendre demain, mes idées de farce vont être légendaires !» Je pensais qu'Aya voudrait en savoir plus, mais non. Elle s'est contentée de dégager sa frange du visage et a soupiré. « Rose, pourquoi tu ne laisses pas tomber cette année? Soyons réalistes, personne ne trouve tes blagues drôles, seulement gênantes et agaçantes. »« Quoi? Pas possible, ce n'est pas vrai. Les gens adorent mes farces. » Aya a continué. « Tu te souviens de ta blague du crayon sur Elsa l'année dernière ?» J'ai hoché la tête et j'ai laissé échapper un grognement. Comment pourrais-je oublier cette farce? Car elle était si drôle. J'ai coupé le crayon de Elsa en deux, j'ai rempli son manche d'encre, puis je l'ai recollé comme neuf. Et voilà, une explosion d'encre pendant un examen ennuyeux. Elsa a beaucoup pleuré parce qu'elle a raté son test de biologie et a dû le repasser. J'ai haussé les épaules. C'était techniquement vrai, mais c'était quand même drôle. Et la fois où tu as échangé la musique des équipes de Pom Pom Girl contre du heavy metal et que tu les as ridiculisés au match de basket? Elle a froncé les sourcils. Bon sang, arrête d'être un rabat-joie. Je fais en sorte que l'expérience du lycée soit mémorable pour tout le monde. Soyons honnêtes, personne ne se souviendra des contrôles ennuyeux et des matchs de basket fastidieux sinon. J'étais trop occupée à parler pour remarquer le ballon qui filait dans les airs jusqu'à ce qu'il me frappe en plein sur la tête. Aïe! Tout est devenu noir et je me suis effondrée. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Aya et d'autres enfants qui me regardaient bouche bée. Puis, mon professeur s'est précipité et les a dispersés. « Rose, tu vas bien ?» Elle et Aya m'ont aidée à m'asseoir, et pendant que je me frottais la tête, j'ai répondu « Oui, je vais bien, mais j'ai un peu le vertige. » L'enseignante a pensé que ce serait mieux si je rentrais tôt à la maison, alors elle a dit à Aya de me raccompagner. J'étais si fatiguée, mais je savais que dormir, alors que je pouvais avoir une commotion cérébrale, était une mauvaise idée. Alors, je me suis détendue et j'ai regardé un film dans ma chambre jusqu'à ce que maman rentre du travail. D'accord, j'avais mal à la tête et la pièce tournait encore, mais il était hors de question de laisser ce petit accident gâcher mon grand jour. J'avais des projets à faire, alors j'ai pris mon carnet et j'ai vérifié mes idées de farce et ma liste d'accessoires. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt et youpi, le vertige s'était arrêté. Waouh, aujourd'hui était le grand jour, que les farces commencent. J'avais dit à Aya de me retrouver plus tôt pour avoir le temps de préparer mes farces. Mais à ma grande déception, elle est arrivée à l'heure habituelle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai tapoté ma montre. « Quelle heure tu appelles ça? Maintenant, je vais être en retard sur le planning. » Elle m'a jeté un regard perplexe. « Pourquoi faire? On n'est plus le 1er avril, aujourd'hui on est le 2. Tu as eu congé hier à cause de ta bosse à la tête. Tu te souviens? » « Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Regarde, il est écrit qu'on est le 1er avril. » J'ai agité mon téléphone devant elle. « Alors ton calendrier est faux. Vérifie tes paramètres. Maintenant allons-y. » Elle est partie. « Pas question, ne crois pas que tu peux me duper !» j'ai dit en essayant de courir après elle. Dès que je suis arrivée à l'école, j'ai rejoint mes amis à la cantine pour le petit déjeuner. Et Célia m'a regardée et a dit « Comment ça va la tête ?» Je lui ai dit que ça allait et je lui ai passé un Oreo. Elle l'a mangé sans hésiter. Mais après une bouchée, elle l'a recraché dans sa main. « Burk, c'est quoi ça? Burk !» Je lui ai ri au nez et lui ai dit « Ah, c'est du dentifrice pris en sandwich entre des biscuits Oreo. Ok, je suis désolée. Bois ça. » Puis je lui ai passé une bouteille de cola. Elle a pris une grande gorgée puis l'a immédiatement recrachée. « Hé, c'est dégueulasse !» Puis elle a couru à la salle de bain pour se nettoyer la bouche. Oui, j'avais mis de la sauce soja dans cette bouteille. Je l'ai suivie dans la salle de bain pour vérifier qu'elle allait bien et je l'ai trouvée en train de se rincer la bouche sous le robinet. Quand elle a fini, elle a froncé les sourcils et m'a dit « Rose, ce n'est pas drôle. Je croyais que tu ne faisais ces farces stupides que le 1er avril. Maintenant, je dois supporter une haleine puante de sauce soja toute la journée. » J'ai roulé des yeux puis j'ai souri. Ouais, comme si ce n'était pas le 1er avril aujourd'hui. « Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On est le 2. » Et elle est partie en claquant la porte. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par « on est le 2 » ? C'est pas vrai.
Quoi qu'il en soit, vu que j'étais déjà ici, j'ai décidé que je pouvais aussi bien faire une autre farce. J'ai sorti mon pot de Nutella, je suis entrée dans un des box et j'ai attendu qu'une autre fille entre dans celui d'à côté. Je lui ai demandé « Hey, excuse-moi mon ami, vous aviez du papier toilette là-dedans ?» Elle a été gentille et a répondu « Bien sûr !» Puis elle me l'a passé. J'ai rapidement mis du Nutella sur ma main, puis je l'ai frotté sur sa main à elle aussi. Oups! Oh là là, elle a crié si fort que je n'ai pas pu retenir mon rire. « Burk, qu'est-ce que c'est? Si dégoûtant! Espèce de monstre !» Puis elle est sortie en courant pour se laver la main. Je suis sortie. « Relax, ma fille. C'était juste une farce pour le jour des fous. Juste du Nutella. » Mais elle a ricané en retour. « Tu es folle! Et c'est déjà le 2. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Et elle est partie. Ok, donc c'était bizarre. Pourquoi tout le monde agissait comme si c'était le 2 avril? En allant en cours, j'ai revérifié mon téléphone. Ouais, c'était le 1er avril. Ok, j'ai compris. C'était la tentative stupide de tout le monde de me duper. Bien essayé, mais ça ne marchera pas. Comme on était le 1er, ça voulait dire que c'était l'heure du cours de maths. J'ai pris ma place en classe et j'ai attendu. Mais pourquoi Monsieur Simon, le professeur de chimie, est-il entré? Il nous a dit de nous préparer pour notre prochaine leçon dans le laboratoire. Hein? Qu'est-ce qui se passait? J'étais si confuse. C'était l'emploi du temps de demain, non? Puis, il s'est assis sur la chaise sans aucun soupçon et... un gros bruit de paix a retenti. J'ai tellement ri que j'avais mal aux côtes. Je n'arrivais pas à y croire. Je fais ça chaque année, mais il se trompe à chaque fois. Mais, attendez, pourquoi tout le monde était-il si calme? J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais la seule à rire. Oh, allez tout le monde, c'était amusant, la blague typique du poisson d'avril. Monsieur Simon a brandi le coussin péteur et m'a jeté un regard sévère. Rose, je n'attends pas ce comportement de quelqu'un de ton âge, surtout que ce n'est même plus un poisson d'avril. Et croyez-le ou non, tous mes camarades de classe étaient d'accord avec lui. C'est pas vrai. Tout le monde était fou. Non, c'est le 1er avril, je le sais, vous mentez tous, ai-je répondu en panique avant de rassembler mes affaires et de sortir de la classe en courant. J'avais vraiment besoin d'un peu d'espace pour réfléchir à tout cela. Tout était tellement fou. Je n'aurais pas pu m'évanouir pendant toute une journée, n'est-ce pas? Ou bien la balle m'a frappé si fort que j'ai perdu la mémoire? Je me souviens d'avoir dîné, puis d'avoir veillé tard pour planifier mes farces, et je sais que j'étais fatiguée, mais ce n'était pas possible. C'était eux les fous, pas moi. Bref, c'est l'heure du labo, j'étais la dernière à entrer, je me suis assise à mon banc et j'ai commencé l'expérience. Je suppose que je ne me concentrais pas correctement. Alors que je versais le produit chimique dans le bécher, boum! L'instant d'après, j'étais couverte d'une étrange poudre verte. Pourtant, personne ne riait, au contraire. Ils me regardaient tous et me demandaient si j'allais bien. Puis Monsieur Simon leur a demandé à tous pourquoi cette bouteille de produit chimique est-elle ici? Quelle erreur! Embarrassée, j'ai couru à la salle de bain pour me nettoyer le visage. Bon sang, je ressemblais au Grinch. C'était super difficile à enlever en frottant. Aïe! J'espérais ne pas garder cette couleur pour toujours. Mais était-ce une blague de quelqu'un? Mais si c'est le cas, pourquoi personne n'a ri? J'aurais sûrement ri à leur place. Finalement, la poudre verte a commencé à se détacher et je suis retournée en classe. Sur le dessus de mon sac à dos, il y avait une note pliée avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte. Salut Rose, il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Retrouve-moi dans le hall après le cours. Marcel, X. Mon cœur a instantanément palpité. J'avais le béguin pour Marcel depuis une éternité, mais... Oh, j'ai compris. Ça devait être une farce. Tout le monde savait que je l'aimais bien, alors ils ont fait tout ça pour m'embarrasser. Marcel doit être impliqué cette fois-ci. J'ai jeté un coup d'œil vers lui, il a souri et m'a fait un joli signe de la main. Peu importe, c'était vraiment trop beau pour être vrai. Assez, je n'allais plus laisser tout le monde se moquer de moi. Donc alors que je suivais Marcel dans le hall, j'ai pris une gorgée d'eau, mais je l'ai gardée dans ma bouche. Puis quand Marcel s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, j'ai fait jaillir l'eau en l'air comme un éléphant, puis j'ai dit « Ha! Je t'ai eu, je ne suis pas idiote !» Il s'est essuyé le visage sur le revers de sa manche, puis m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Rose, j'ai des sentiments pour toi. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour te le dire, car je ne voulais pas le faire hier, le jour du poisson d'avril, car tu aurais probablement pensé que c'était une blague. Alors pourquoi me faire ça à moi ?» Je l'ai regardé sans voix. Les mots surlignés que j'ai entendus étaient « sentiments, hier » et « poisson d'avril ». J'ai commencé à rire d'un faux rire, mais c'est devenu gênant car son expression sérieuse ne bougeait pas. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» j'ai marmonné, mais il avait l'air totalement dévasté. « Oh non, je ne voulais pas contrarier Marcel. J'étais juste confuse avec les jours et... Aïe aïe aïe! Il semblait que j'avais vraiment manqué le poisson d'avril. Quelle déception! » J'ai réalisé que ma farce était allée trop loin et qu'elle avait pu le blesser. Alors j'ai lâché « Marcel, je suis vraiment désolée.
Je ne le pensais pas, c'est la commotion, je suis en train de délirer, je suis vraiment désolée. Puis il y a eu un silence gênant. Soudain, le regard triste de Marcel s'est transformé en un sourire en coin, et il s'est mis à rire. Puis tout le monde a surgi de nulle part et s'est mis à rire aussi. Je suis restée là, l'air débile, puis Aya est apparue et a dit « Je t'ai eu !» Donc il s'avère que c'était en fait le 1er avril, et je n'avais pas manqué un jour. Non, c'était l'idée ingénieuse d'Aya pour que tout le monde se venge de moi. La nuit dernière, elle a créé un groupe sur Facebook et a ajouté tout le monde dans la classe, y compris les enseignants, pour planifier la farce d'aujourd'hui. Non, ça ne pouvait pas être possible, j'étais la reine des farces, pas eux. Puis Aya s'est approchée de moi et a dit « Hé Rose, Marcel quoi? C'est toujours le jour du poisson d'avril !» Ensuite, je lui ai fait un sourire, puis j'ai tapoté son bras et j'ai commencé à rire. Je suppose qu'il m'avait bien eu. Après ça, je n'ai plus fait de farce, j'étais juste heureuse de passer une journée tranquille. Puis, alors que je rentrais chez moi, Marcel m'a rattrapée et m'a dit « Rose, je suis désolée, mais en fait, tout n'était pas une blague aujourd'hui. » J'ai souri et je l'ai regardé. « Ah oui? Alors qu'est-ce qui n'est pas une blague ?» Mais il est devenu rouge comme une tomate et s'est enfui. Je suis restée là, à rougir en le regardant s'éloigner. Cela signifie-t-il que Marcel m'aime vraiment? Intéressant. Peut-être que ce poisson d'avril n'était pas si raté que ça après tout. C'était un jour d'école ordinaire et je rangeais mon casier quand soudain j'ai entendu des chuchotements et remarqué que tout le monde regardait quelque chose. Ok, il s'est avéré que ce n'était pas quelque chose mais quelqu'un, comme cette jolie fille qui se pavanait dans le couloir comme si c'était un podium ou quelque chose comme ça. Oh! Pourquoi tout le monde était bouche bée devant elle? Se précipitait pour la saluer et agitait des blocs-notes devant elle pour qu'elle les signe. J'ai serré mes livres dans mes bras et marmonné « Bon sang, elle n'a rien de spécial !» Alors, je m'appelle Lily et je suis juste une fille ordinaire. Ma famille, oui, elle est ordinaire. Mon apparence, ordinaire. Et mon statut social, eh bien, c'est ordinaire aussi. Je traverse la vie et c'est tout, rien de passionnant n'arrive jamais à une fille ordinaire comme moi. Oh, comme j'ai rêvé d'être comme les filles à l'apparence parfaite sur Instagram. Elles sont si parfaites avec leur peau claire, leurs vêtements élégants et leurs cheveux brillants. Mais ces filles étaient différentes, elles venaient de mondes différents. Eh bien, au moins, j'avais toujours mes livres, ma meilleure amie Sarah et mon petit ami mignon Hugo. Mais tout a changé quand Stacy a débarqué à l'école avec son look parfait et sa routine « Je suis si douce et amicale ». Ouais, c'est ça. Et alors, qu'importe si elle avait un joli visage et un petit rôle dans une émission de télévision. Sous son faux éclat, elle n'était clairement pas tout ça. Je suis entrée dans la classe d'anglais et je l'ai vue assise au bureau à côté du mien. Oh, génial! Je n'ai même pas pu aller m'asseoir parce que tout le monde l'entourait, lui posant des questions stupides telles que « Quel shampoing utilises-tu » et « As-tu des pauses pour grignoter quand tu filmes ton émission ?» Bon sang, donnez-moi une pause plutôt à moi! Quand j'ai enfin réussi à m'asseoir, elle m'a souri et d'une voix sirupeuse, elle m'a dit « Bonjour, j'espère que je peux m'asseoir ici. Je m'appelle Stacy. » Oui, bien sûr. J'ai forcé un sourire en retour, mais à l'intérieur, ma colère bouillonnait. Pour qui cette fille se prenait-elle? Et si elle était belle, je parie qu'elle ne s'intéressait qu'à son apparence et ne se souciait pas d'étudier. Oui, tout le monde se rendrait vite compte de l'échec qu'elle représentait. Et puis un jour, pendant la récréation, Stacy, la Barbie vivante, a suggéré que nous commencions un album de promotion. Et maintenant, tout le monde la traite comme si elle avait réussi à atteindre la paix mondiale ou quelque chose du genre. Or, vous savez le pire dans tout ça? Je disais qu'on devrait avoir un album de promotion depuis des années, mais personne ne m'avait écouté. Et devinez qui a reçu tellement de cartes de bienvenue et de mots d'amour au point de tomber de son casier et obstruer le couloir? Ouais, Stacy. Mon Dieu, ça fait déjà des semaines. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Je détestais sa façon de remercier tout le monde et de rougir et j'avais besoin d'être entourée d'une personne saine d'esprit qui ne pensait pas que le soleil brillait à travers elle. Elle était partout, ça me rendait malade. Mais Dieu merci pour l'heure du déjeuner. C'est devenu le seul moment paisible de la journée pour moi, quand je pouvais passer du temps avec Sarah et ne pas avoir à me soucier de Stacy. Mais qu'est-ce que c'était? Que faisait cette Barbie dans notre table et parlant à ma meilleure amie? Je me suis dirigée vers elle et j'ai posé mon plateau à côté de Sarah. Oh, salut Lily. Stacy vient de dire un truc super drôle. Super, j'ai marmonné dans mon souffle. Le déjeuner a été un calvaire. Sarah m'a ignorée et a continué à poser des questions stupides à Stacy comme « Est-ce que ton costard Kyle est aussi beau dans la vraie vie? Et comment tu portes une jupe imprimée avec un t-shirt coloré? » Paillement. Plus tard dans la journée, à cause d'un déversement de peinture en art, j'ai eu 5 minutes de retard.
Sarah avait accepté de me ramener chez moi, mais quand je suis allée sur le parking, sa voiture n'était pas là. J'ai alors vérifié mon téléphone et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message. « Où es-tu? Je ne peux plus attendre. Je vais partir avec Stacy. À demain, X. » Quoi? Est-ce qu'elle me laisse tomber pour conduire cette fausse? Nous sommes amis depuis l'enfance. Comment a-t-elle pu se laisser berner par la comédie de Stacy et gâcher notre amitié comme ça? En colère, je lui ai répondu par un message. « Tu m'as abandonnée pour la petite Miss Populaire? Comment as-tu pu? » J'ai compris. Le nouveau entre, l'ancien sort. Eh bien, merci beaucoup. Mon téléphone a sonné avec sa réponse. « Lily, tu sais bien que ce n'est pas comme ça. Tu habites en haut de la rue de l'école alors que Stacy habite beaucoup plus loin et qu'elle devait rentrer à temps pour être prête pour son planning de tournage. » Plus furieuse que jamais, j'ai rapidement tapé ma réponse. « Peu importe. C'est dommage, tu seras toujours une moins que rien à ses yeux. Elle t'utilise juste pour avoir un trajet gratuit. » Puis j'ai jeté mon téléphone sur mon lit. J'en avais assez. Sarah avait fait son choix et c'était d'être amie avec cette fausse plutôt qu'avec moi. Sarah est peut-être tombée dans le piège de Stacy, mais au moins j'avais toujours Hugo, n'est-ce pas? Un après-midi, je lui parlais dans la cour de l'école, quand Stacy est passée en titubant. Même sa démarche trop difficile était agaçante. Elle a souri à mon Hugo, puis elle a délibérément trébuché et laissé tomber les livres qu'elle tenait. J'ai attrapé le bras de Hugo pour l'empêcher d'aller vers elle, mais il s'est libéré de ma prise et a allé vers elle quand même. Je l'ai regardé l'aider à ramasser ses livres, elle a rougi et glissé un « merci ». C'était la pire! Quand il est revenu vers moi avec un grand sourire, je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit « Comment oses-tu me laisser pour l'aider ?» Il m'a jeté un regard confus. « Lily, je ne faisais que l'aider. » Ouais, c'est ça, tu savais qu'elle les avait fait tomber exprès pour attirer ton attention, mais tu es quand même allé vers elle parce que tu la trouves plus jolie que moi. Il a soupiré. « Tu es ridicule. Tu sais quoi? Je ne peux plus supporter ta jalousie égoïste. Arrêtons-nous là. C'est fini. » Puis il est parti. Je suis restée là, à le regarder, m'attendant à ce qu'il se calme et revienne, mais il ne l'a pas fait. Tout était de la faute de Stacy, elle avait volé ma meilleure amie et mon petit ami. Ça suffit, il était temps de lui montrer qu'elle n'était pas si parfaite après tout. J'ai parcouru ses pages de médias sociaux pour trouver des idées, et il est vite devenu évident qu'elle adore les garçons aux abdominaux musclés qui conduisent des motos. Comme c'est prévisible. J'ai découvert ce site web où je pouvais engager un garçon pour jouer avec son cœur, puis la larguer. Il était temps qu'elle apprenne à quel point c'était nul de se sentir indésirable et sans valeur. Ha! J'ai trouvé le mec parfait, Martin. Il avait 19 ans, il était accro à la gym, et il avait une moto. Waouh! Il était cher, mais ça en valait la peine, non? Je me suis arrangée pour le rencontrer dans le café du coin, et bon sang, il était encore plus beau en vrai. J'ai souhaité utiliser cet argent pour qu'il devienne mien. Donc, le marché est le suivant. Il va flirter avec Stacy, faire en sorte qu'elle l'aime éperdument, puis rompre avec elle. Le lundi suivant, en sortant de l'école, j'ai vu Martin garé devant l'entrée de l'école, tenant son casque et ayant l'air de jouer dans un film. Bien sûr, toutes les filles le regardaient. Mais il s'est dirigé vers Stacy. Puis une semaine plus tard, je l'ai vu aller chercher Stacy à l'école. Waouh! Je le savais! Je savais que j'avais choisi la bonne personne. Martin était un tel tombeur de femmes. Ils avaient l'air super proches, et je devais me rappeler qu'il n'était qu'un acteur et qu'il faisait son travail. Ah! Elle allait avoir le cœur brisé. Mais quelques semaines plus tard, il était toujours en train de la draguer. Pourquoi n'avait-il pas encore rompu avec elle? Alors je l'ai appelé et lui ai demandé ce qui lui prenait tant de temps. Il m'a répondu qu'il allait le faire bientôt, qu'il voulait juste qu'elle tombe encore plus amoureuse de lui avant de le faire. Ah, c'est brutal. Seulement les semaines passaient et ils n'avaient toujours pas mis fin à leur relation. Puis en passant devant le cinéma, je les ai vus s'embrasser. Quoi? Ce n'était pas le plan. Furieuse, je lui ai donné rendez-vous le lendemain au café. Il s'est approché et n'a même pas pu croiser mon regard en disant « Je suis désolée, je ne peux plus faire ça, je te rembourserai dès que possible. » Pourquoi? Tu es tombé amoureux d'elle ou quoi? J'ai dit en plaisantant. Il y a eu un long silence, puis il a regardé la table et a marmonné « Oui, c'est vrai. » Pourquoi étais-je la seule sur cette planète à voir à quel point elle était fausse? Grâce à ses manières de sirène, j'ai perdu ma meilleure amie, mon petit ami et maintenant mes économies. C'était assez. J'avais besoin de l'affronter. Le lendemain, après l'école, j'ai essayé de la trouver mais elle était introuvable. Puis, en passant par le jardin de l'école, je l'ai vue assise là. Je l'ai eue. Il est temps de lui dire exactement ce que je pense d'elle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai ouvert la bouche pour parler. Mais pourquoi pleurait-elle? Quand elle m'a vue, elle a esquissé un sourire et a dit « Oh, salut Lily, y a-t-il une chance que tu puisses m'aider ?» Je l'ai regardée, incrédule. Pensait-elle que j'étais sous son charme et que j'allais faire ce qu'elle voulait? Mais alors, j'ai vu pourquoi elle pleurait. Elle tenait dans ses mains sa dissertation d'anglais avec un grand F dessus. Alors j'ai répondu « Pourquoi moi? Tu es si intelligente. »
Tu réponds correctement à toutes les questions en classe. Je ne veux pas être jugée sur mes mauvaises notes. C'est pour ça que j'ai quitté ma dernière école. Les autres enfants m'appelaient la beauté sans cervelle. J'étais venue ici pour un nouveau départ, mais maintenant je suis toujours en échec. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais douée pour certaines choses. Mes notes étaient bonnes et j'étais plutôt douée pour me souvenir des faits. J'étais tellement aveuglée par la jalousie que j'ai perdu de vue ces choses et je n'ai vu que ce que je n'avais pas. Rien de tout cela n'était la faute de Stacy. Elle ne m'avait jamais fait de mal, j'avais tout inventé dans ma tête parce que j'étais jalouse d'elle. Donc, je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Personne ne va t'appeler comme ça parce que je vais t'aider à étudier. Tu le feras ?» Elle m'a fait un sourire plein d'espoir et j'ai hoché la tête. « Merci beaucoup. » Elle a jeté ses bras autour de moi. C'est ainsi que Stacy est passée du statut d'ennemie à celui d'amie. C'est en fait une jeune fille très douce et au grand cœur, pas étonnant que tout le monde l'admire autant. Et j'ai eu tort de la juger sur son apparence et de ne pas lui donner une chance équitable. Elle est toujours avec Martin et elle ne sait pas que je l'ai engagée pour lui briser le cœur. Mais bon, elle a maintenant un petit ami séduisant qui l'adore, donc ça peut être considéré comme une compensation, n'est-ce pas? Hugo et moi, c'est toujours fini. Mais en y réfléchissant, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais que j'ai réagi de manière excessive, mais il m'a abandonnée si facilement et... Eh bien, je veux trouver un gars qui ne fera pas ça. Quant à Sarah, je suis allée chez elle avec un sac rempli de ses bonbons préférés, et je me suis excusée d'avoir été un crétin jaloux. Heureusement pour moi, elle m'a pardonné. Maintenant, Sarah, Stacy et moi sommes devenues de bonnes amies. Sarah et moi aidons Stacy dans ses études et elle nous donne des conseils de mode. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que je suis jolie après tout. J'avais juste besoin de découvrir mon étincelle. Finalement, j'ai appris que personne n'est parfait. La perfection n'est qu'une illusion. L'important, c'est d'être heureux de ce que l'on possède et de ne jamais cesser de s'améliorer. Alors soyez simplement vous et laissez les autres se concentrer sur le fait d'être eux.